un peu original de mettre introduction à l'astrologie juive. Bon, astronomie, on sait ce que c'est. Astrologie, c'est déjà un peu plus original. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'astronomie? Parce que l'astrologie est basée sur l'astronomie, alors qu'on comprenne. Ouais, astro, c'est les astres en grec. Et nomos, c'est les lois. Donc l'astronomie, c'est les lois des astres. Donc finalement, les lois des mouvements des astres. Et bon, c'est quelque chose qui est finalement scientifique. L'astronomie, puis ça, c'est accepté par tous. C'est une science. Maintenant, il y a l'astrologie. Alors, c'est les astres, comment on dit, mais logos, hein, ça veut dire le discours. Alors là, c'est déjà plus les lois des astres, mais les discours. Ouais. Alors là, comme ça, c'est, en tout cas dans la racine grecque, ouais. C'est vrai que les Grecs, n'étaient pas tellement astrologues, comme on va le voir. Mais en tout cas, le nom qui a été donné, comme ça, les discours sur les astres, ça fait un peu blabla comme ça. Ouais, c'est déjà moins scientifique. C'est vrai que c'est pas une science. Alors c'est basé sur l'astronomie, qui est une science. Mais là, on ne va pas parler maintenant des mouvements des astres et de ce qui les constitue, etc. Mais on va parler des influences des astres et sur l'homme, que ce soit la collectivité ou que ce soit le particulier. Alors c'est vrai que bon, c'est un défi. C'est un défi de parler d'un truc comme ça. Parce que bon, au niveau scientifique, on évite tourner en dérision parce que ça n'a rien de scientifique, a priori. Et puis au niveau de Torah, tout le monde connaît l'expression En Mazal d'Israël. Et donc, là, on parle d'astrologie, les mazalot, et ça ne fonctionne pas. Donc, que ce soit au niveau scientifique ou au niveau de la Torah, déjà on commence avec un problème. Mais bon, on va essayer de se réhabiliter comme ça. Au fur et à mesure, et puis on va voir que ce qu'on va faire, c'est d'Afka dans le sens de la Torah uniquement. Et au-dessus de l'astrologie, une fois qu'on aura compris un peu ce que c'est, il y a quelque chose de très spécifique dans l'astrologie juive. Alors c'est vrai que c'est mêlé quand on parle d'astrologie, et il y a toutes sortes de choses qui sont communes, mais il y a des choses qu'on trouve chez aucun astrologue, ni de l'Antiquité, ni de maintenant, et qu'on trouve d'Afka dans l'astrologie trazale. Il y a aussi des sujets comme ça. Et on peut comme ça déjà donner un remède. C'est parce qu'en réalité ça concerne uniquement les juifs et c'est des choses qui ne fonctionnent pas sur les autres peuples. Et tout ça on va le voir comme ça de façon plus précise. Déjà dans la Torah, dans la parashat Vayetze, lorsque Léa va donner le nom à Gad, alors elle nous dit Bagad, va te dire Léa, Bagad, Batikret Shemo Gad. Et qu'est-ce que ça veut dire Gad? Alors nous dit Rashi, c'est quoi Gad? Mazal Tov. C'est le bon Mazal qui est arrivé. Alors on voit que déjà dans la Torah, on parle de Mazal, le bon Mazal. Mazal vient d'arriver, Boraba. Et c'est pas uniquement dans la Torah qu'on voit ça. C'est Birlal, que ce soit dans le Sefer Yetzira, dans le Sefer HaZohar. On parle beaucoup de Mazal, même sur la Ktuba, Bezat Hashem, Bekarot Sel Kulam. Besiman Tov, Mazal Tov est marqué. Donc on voit que c'est quelque chose qui est yéhoudi, quoi, complètement. Alors bon, il va falloir qu'on comprenne un peu alors ce que c'est que ce En Mazal d'Israël, parce que dans énormément de livres, des Braïtot et surtout le livre de Pnimut HaTorah, on parle de l'influence des planètes, de l'influence des astres. Donc on va essayer de comprendre un peu. Et souvent quand on essaie d'aborder un sujet, on voit d'abord ce que dit le Rambam. Et là, alors on est mal parti si on commence par le Rambam. Parce que le Rambam, il a une lettre comme ça au Chachamim de Montpellier, dans laquelle il tire dans tous les sens contre l'astrologie. Alors non seulement il dit que c'est Hevel Avelim, que c'est des shtuyot complètement, mais en plus il dit que c'est un Issur Torah de Léonen, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ça, non seulement, et c'est des shtuyot, mais en plus c'est quelque chose qui est complètement interdit. Et puis il met bien en avant le fait que ces sciences-là, on les trouve, ces sciences entre guillemets, on les trouve chez les Chaldéens, chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, mais chez les Grecs, que le Rambam estime beaucoup au niveau scientifique, on ne trouve pas d'astrologie. C'est vrai que Ptolémée, il a écrit des livres d'astronomie, aussi un peu d'astrologie, mais c'est très peu. En général, chez les Grecs, il n'y a pas d'astrologie. Bon, c'est des vrais intellos, et ils sont appréciés par le Rambam, et donc le Rambam dit que c'est des shtuyot. Alors bon, qu'est-ce qu'il fait le Rambam maintenant, avec toutes les sougiotes qu'on a dans le chasse, et puis avec tout ce qu'il y a dans Pnimut HaTorah par rapport à l'astrologie? Le Rambam dit, c'est Dat Yachid. Il y a aussi dans Sanhedrin, par exemple, une déa qui dit qu'il n'y a pas de Mashiach à la fin. Cette déa, elle est complètement poussée. Je veux dire, il peut y avoir toutes sortes d'avis comme ça qui sont cités. Et donc, nous dit le Rambam, tous les avis qu'on va rencontrer ici et là dans le chasse, qui vont nous parler d'astrologie,
Bon, bah, c'est des avis, mais au niveau de la halakha, au niveau des bottom line, au niveau de ce qui est finalement, ben, c'est quelque chose qui n'a aucun impact, c'est des bêtises et c'est des interdictions. Ça, c'est l'avis du Rambam, mais qui est repoussé par pratiquement tout le monde. Donc il existe, ouais, mais on va voir que l'avis classique, c'est pas celui du Rambam. Alors, de l'autre côté, on a comme ça dans les responsables qui sont Miyuchassim au Ramban, Nachmanide, les Nimukei Yosef, et puis beaucoup de Gdolim, ils nous disent que non, absolument, c'est une chorma qui existe et depuis la création du monde, et en plus, alors c'est vrai que ça c'est assez difficile quand même, hein, pour le Rambam, mais il y a quand même une sugya dans Moed Katan, au nom de Rava. Tout ce que je vous dis là maintenant pour le moment, ouais, et ça sera peut-être, je sais pas, les 20 premières minutes du cours, c'est des sugyot, c'est pas dans la Choveret est le côté et dans la brochure un peu plus technique comme ça, une sorte de données il y a des choses pour lesquelles il fallait absolument un dessin, je sais pas comment on va faire avec l'enregistrement ici, peut-être quand il faudra, hein, c'est de ça que je parle, et on montrera comme ça au fur et à mesure. Toujours est-il, il y a une sugya dans Mesrat Moed Katan qui nous dit, au nom de Rava, Chaye bane ou mezone, lo besruta telamilta, et là, bemazalat telamilta. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette sugya? Quand il s'agit de Chaye bane ou mezone, c'est presque toute notre vie. C'est-à-dire la vie, hein, la santé, etc., la progéniture et la parnassa. Quand on prie, en général, on prie pour un de ces trois, ou pour les trois. Hein, ça ne dépend pas du srout, hein, ça ne dépend pas des mérites, ça dépend du mazal. Alors c'est très très fort, on va revenir sur ce que dit ici Rava, parce que c'est très très fort et très très dur. Ouais. Mais il dit ça dépend uniquement du mazal. Alors bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en béton pour la vie du Ramban, du Nimukei Yosef et de tous les grands. Mais pour le Rambam, c'est un peu dur. Je veux dire, il y a quand même une souga comme ça. Alors bon, le Rambam peut continuer à dire que c'est Dat Yachid. Mais on va voir dans Maseret Shabbat que Rabbi Yochanan il est de cet avis, que Rav il est de cet avis, que Shmuel il est de cet avis, que Rabbi Akiva il est de cet avis. C'est la plupart des grands acronymes de la première génération. Puis Rabbi Akiva représente toute la Torah Subelpé. Et ils sont de l'avis que le Mazal il a une influence. Donc comme je vous dis, hein, le Rambam ici, il est assez repoussé. Ouais, il y a des endroits comme ça où le Rambam est repoussé. On verra aussi comment on arrive au Shulchan Aruch. Toujours est-il, a priori, on voit que c'est quelque chose de purement Yehudi, le lien du Mazal. Et on va commencer avec une sugya. Alors la sugya, elle est dans Maseret Shabbat, Daf Kufnun Vav et Amoud Aleph. Ici, dans la brochure, c'est page 6. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas la brochure en main, ouais, c'est pas difficile d'ouvrir Maseret Shabbat, page 156.1, et puis de trouver cette sugya. Alors on ne va pas étudier la sugya depuis le début. Le début de la sugya, on va l'étudier vers la fin du cours des actions. Mais on va prendre comme ça, et à partir de l'endroit où il y a beaucoup de trucs soulignés, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes avant la fin. Itmar, Rabbi Hanina Omer, vous voyez? Comme ça. Alors donc je suis à la 6e page de la brochure, un endroit où il y a marqué Itmar, Rabbi Hanina Omer. On va prendre comme ça une dizaine de minutes et puis on va passer sur ce qui est marqué dans cette sugya. Elle est extrêmement importante, c'est vraiment une sugya de base ici, dans ce qui nous concerne. Alors je Itmar, Rabbi Hanina Omer, Mazal Markim, Mazal Mashir, Viesh Mazal l'Israël. Nous dit Rabbi Hanina, le Mazal il rend intelligent, il rend riche, Viesh Mazal l'Israël, et le Mazal il a un impact. Tof. On va voir que c'est même plus ce qu'il dit. Cet avis-là, il est repoussé. Ouais. On va voir ce que disent la plupart des Amorim et des Tanaïm. Rabbi Yochanan Omer, En Mazal l'Israël. Alors Rabbi Yochanan lui dit En Mazal l'Israël. On connaît bien cette expression, Nachon. Mais le problème, c'est qu'en général, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça le grand problème. On va étudier cette sugya, et cette sugya, parce que c'est vraiment la conclusion qu'En Mazal l'Israël ici. On va voir qu'En Mazal l'Israël, on n'a vraiment pas compris si on n'a pas étudié cette sugya. Hein. C'est presque le contraire de En Mazal l'Israël, ce qu'elle veut dire. Hein, l'expression. Alors voyons la sugya comme ça jusqu'au bout, ça va me prendre 5-10 minutes, hein, et on va conclure sur ce que signifie En Mazal l'Israël, et on va pouvoir avancer. Rabbi Yochanan Amar, En Mazal l'Israël, Ve'azda Rabbi Yochanan l'étamé, puis Rabbi Yochanan il est consistant avec ses dires. D'Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan a dit dans un autre endroit, Minayn Shen Mazal l'Israël, d'où on sait qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël. Et là il nous rapporte un pasuk de Yirmia, qui nous dit, comme ça dit Akadosh Baruch Hu, n'apprenez pas des voies des goïms.
des signes du ciel n'ayez crainte. Qui goïm et ouais, les goïms, ils peuvent avoir crainte de ça, mais pas vous. Donc, on continue. Em yechatou velo Israël, nous dit ici la Gemara. Donc ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan. En mazal Israël. Alors c'est vrai que ça existe. On voit qu'il y a des impacts. Il y a un passage dans Jérémie, mais Jérémie nous dit, sachez que c'est pas pour vous. C'est pour les goïms, mais pour Israël, il n'y a pas d'impact. A priori, il n'y a pas d'impact. C'est pas tout à fait exact. Hein, ce que j'explique maintenant, c'est quand on étudie par Rashi l'impression qu'on a, on va voir que c'est un peu plus profond que ça. Vaf Rav Samar en Mazal Israël. Rav aussi, Rav donc c'est un des Amoraïm aussi, comme ça du début de l'époque des Amoraïm, lui aussi pense que en Mazal Israël. Damarav Yehuda Marav, Minain Chen Mazal Israël. Rav Yehuda dit en son nom, d'où est-ce que l'on sait qu'il n'y a pas de Mazal? Chez les Mar Vayotse ou Torah Chutza. Alors il s'agit ici d'un passage dans Parashat Lech Lecha, où Akadosh Baruch Hu, il fait sortir Abraham dehors, alors tout le monde connaît, puis il lui montre le firmament. Amar Abraham lifnei Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, ben beti yoresh oti. Abraham vient demande à Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas d'enfant. Et dis-moi, c'est mon serviteur qui va hériter de mes biens? Amar lolav, Akadosh Baruch Hu lui dit non, pas du tout. Qui m'asher yetze mecha, celui qui va sortir de tes entrailles. Donc il était déjà âgé, Abraham est venu à l'époque. Amar lefanav, Ribono shel olam, nistakalti b'tistagnenut sheli. Lui dit Abraham Avinu, dit à Abraham Avinu, mais j'ai vu dans l'astrologie, la titagnenut c'est l'astrologie, et puis j'ai vu que je ne peux pas avoir d'enfant. Amarle tse mitstagnenut shelcha, Kadosh Baruch Hu lui dit sors de ton astrologie. Chez En Mazal Israël, parce que pour l'homme Israël, alors bon, Abraham Avinu, c'est vrai qu'Israël c'est Yaakov, c'est le petit-fils, mais Abraham Avinu, il est quand même considéré ici comme un des Bnei Israël, Kaviachol, ouais, au niveau de la Nefesh Elokit en tout cas. Maïdatir, alors lui dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu crois que tu ne peux pas avoir d'enfant? Ouais, c'est quoi ton inyan? Dekei Tzedek B'Ma'arav, parce que Tzedek, Tzedek c'est Jupiter, parce que Jupiter, il est à l'ouest. Alors ce que ça signifie, c'est pas important ici, mais d'après la position des planètes, on va revenir à la position des planètes plus tard. Et il est à l'ouest, alors tu crois que c'est pour ça que tu peux pas avoir d'enfant? Alors Rashi explique, l'ouest ça représente quelque chose qui est assez froid, alors que la Holada, le fait d'engendrer, ça demande de la chaleur, etc. Alors je lui dis, Madrena, c'est aucun problème, je prends Jupiter, je le mets à l'est, et puis pour avoir des enfants. Alors bon, alors on commence déjà à comprendre que En Mazal et Israël, et c'est quand même fort. C'est En Mazal et Israël ici, alors que Baruch Hu lui dit, tu crois qu'à cause des astres, c'est comme ci et comme ça, je le bouge des astres, c'est pas un problème. Ouais. On voit bien qu'il y a des influences des astres ici. Akadosh Baruch Hu, pour faire ça, Kaviachol, c'est pas qu'il a besoin de quoi que ce soit, mais il a fixé des lois de la nature, Akadosh Baruch Hu. Ouais. Les lois de la Naga. Et donc, Baruch Hu lui dit, je peux bouger ces choses-là. Ouais. Donc, il y a quand même une influence des astres, dans ce En Mazal Israël. Vainu dirtiv, Meir Mimizrach, Tzedek, Krou Raglo. Alors, on nous rapporte un passage comme ça, pour étayer ce qui vient d'être dit. On va revenir un petit peu en arrière pour voir ce que nous dit Rashi sur En Mazal Israël, parce que c'est vrai qu'au vu de ce qu'on vient de lire, c'est un peu original quand même. Et si vous regardez comme ça dans la page précédente, donc page 6, l'avant-dernière ligne de Rashi, En Mazal Israël, nous dit Rashi, Dal yedet tfila vesrut mishtane mazalo letova. Oh, parce que d'après la tfila, d'après la prière et les mérites, le mazal, il peut se changer en bien. Oh, alors là, déjà, on comprend complètement différemment. C'est-à-dire, quand on dit En Mazal les Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence des astres. C'est pas ça le pshat d'En Mazal Israël. Ça veut dire que c'est pas irréversible. C'est-à-dire que c'est pas un maktoub. C'est pas un truc comme ça, tac, qui nous est collé et puis duquel on ne peut pas sortir. Ouais. Il y a des influences, on voit bien qu'il y a des influences. Ici, il y avait des astres comme ça qui faisaient qu'Abraham Avinu ne pouvait pas enfanter. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est pas un problème, je peux changer ça. Ouais. Mais il faut quand même pouvoir changer. Ouais. Et vous êtes avec moi, donc vous voyez qu'il y a un yann. Plus que ça, avant de continuer la Sugia, regardez Tosfot comme ça ici en haut à gauche. Tosfot, il nous rapporte la chose suivante. Vous voyez le deuxième Tosfot comme ça en haut à gauche, et il y a un truc comme ça avec beaucoup de lignes soulignées. Il y a marqué En Mazal Israël. C'est Tosfot. Ve'adam Rava Beshile Moed Katan. Et ce que dit Rava à la fin de Moed Katan, du traité Moed Katan. Banecha yom zonelav v'schutat alia milta ala b'mazaleh talamilta. Est-ce que nous dit Rava que les enfants, la vie et la parnassa, ça dépend pas du srout, ça dépend pas du mérite, ça dépend du mazal. Mikol makom al yedei srout gadol mishtane. Malgré tout, avec un grand mérite, même ça on peut le changer. On va revenir là-dessus aussi, mais déjà on voit qu'il y a deux choses. D'abord, on peut tout changer.
Donc c'est ça le mazal d'Israël. Hein. Et il y a des choses pour lesquelles le mazal il a un impact beaucoup plus grand, sur lesquelles il est dit que ça dépend pas du truc, ça dépend du mazal. Et c'est les choses principales de la vie finalement. Hein. C'est notre vie, donc la santé, c'est la progéniture et c'est la parnassa. Mais même ces choses-là qui sont des choses de base, qui sont très très influencées par le mazal, avec des grands sruyot, on peut les changer. Ok? Ça veut dire le nombre d'enfants, disons, si on peut enfanter, ça dépend du mazal. Il faut tout calculer alors, c'est trop difficile. C'est-à-dire quoi, faut tout calculer? Ça veut dire qu'un parent, il va dire, moi je veux faire que mon fils, il va naître en septembre, ou mon fils, il va naître en janvier. Non, toi, tu dois être tamim. Ouais. On va voir par la suite dans quelle mesure on doit rentrer dans ces ninim-là. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse ce qu'il fait par le biais des mazalot, ça ne veut pas dire que toi, tu es obligé de rentrer ta tête là-dedans et puis de prendre ça en compte. Toi, tu fais ta vie. Ouais. Il y a tamim tiyeim Hashem Elokecha, on va voir dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on doit maintenant rentrer dans ces considérations? Non. Pour le moment, c'est informatif. Si on te dit, ouais, sache que les arts, s'il y a des influences, etc. Dans quelle mesure tu dois rentrer ta tête là-dedans? Ça, on ne t'a pas demandé ton avis, tu fais ta vie et tu sais que ça existe. Ouais. Mais c'est important de savoir aussi. On va voir pourquoi c'est important. On va voir finalement ce qu'on a à faire de tout ça. Ouais. C'est encore un point. Pour le moment, on est en train je veux dire, il y a une certaine progression. Puis après, on va rentrer dans beaucoup de choses techniques aussi. Ouais. Mais déjà, on veut savoir un peu ici quelles sont les règles du jeu. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce qu'il y a des influences? Après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ouais. Et puis bon, on va avancer. Mais pour le moment, on n'est pas en train de te demander si ton avis, tu fais ta vie, tu fais ce qu'Axbourg te demande. Et si c'est pas dans les as de trucs, il y a un Shulchan Aruch, et t'as un père qui s'appelle Chacham, et puis tu lui demandes de quoi faire, et puis il dit. Ok, on continue. Et Shmuel aussi, il est de la vie. Alors Shmuel, c'était un grand astronome, et lui aussi, il est de la vie comme Mazal d'Israël. Alors, c'est quoi l'histoire maintenant avec Shmuel? Des Shmuel ve Ablet, avou yadve. Alors, c'est qui Ablet? Alors, Ablet, nous dit Rashi, c'est un astronome chaldéen. Ok, donc c'était un goy, un grand chacham d'astrologie, puis c'était un ami de Shmuel. Alors, les deux, comme ça, ils étaient assis. Et puis, il y avait des personnes qui passaient comme ça, ils allaient à l'étang. Hein, des types qui coupent des joncs. Amarle Ablet le Shmuel, Haï Gavra Azil Veloate. Il lui a montré un des types. Il lui dit, tu vois, celui-là, là-bas, il va partir, il va pas revenir. Tarik le Chivia Vemaït. Il y a un serpent qui va le piquer et il va mourir. Amarle Shmuel lui dit, Ibar Israëlo Azil Vate. Shmuel, il dit, si c'est un juif, il reviendra. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire il reviendra ou bien il est possible qu'il revienne? Ouais. Les deux sont possibles. Toujours est-il, d'après Shmuel, non, si c'est un goy, tu as peut-être raison, ouais, mais si c'est un juif, non, ça marche pas ton truc. Alors qu'ils étaient encore assis, ils reviennent tous, y compris celui-là. Alors Ablet, il est complètement, il comprend pas ce qui se passe, il se lève, comme Ablet, Shadiel est étonné, il enlève le sac qu'il y avait sur le dos du type en question. Ashkarbe Chivia de Pasik Veshade Betarta Gouvé, et il sort de là-bas de son sac un serpent qui était coupé en deux. C'est-à-dire quand il a coupé des joncs, il a coupé aussi un serpent, il s'était même pas aperçu, il était dans son sac avec les joncs. Amandé Shmuel Maya Vatta. Shmuel dit mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? D'après les astres, et tu devais mourir quoi. Qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? C'est ce qu'il lui demande. Amarle Kol Yoma Ava Marminan Rifta Beade Adade Vachlinan. Il lui dit comme ça. Il dit tous les jours on apporte chacun son pain et puis on mange ensemble. Il y en a un qui passe comme ça avec un sac, chacun met ce qu'il a apporté, et puis après on mélange tout. Il y en a un apporte du pain, l'autre apporte sûrement autre chose, etc. Et donc on ramasse ce que tout le monde a apporté, puis après on redivise comme ça équitablement, et on mange. Maintenant il y en avait un d'entre nous qui n'avait pas de pain, avec un mirsaf, et puis il avait honte. Il avait honte, il n'avait pas de pain à apporter. Amina Léo, je lui ai dit, Anna Kaimna vers Amina. Je vais m'occuper moi du ramassage du pain, t'inquiète. Qui m'a taillé les gabés quand je suis arrivé à lui. Shavai nafshae keman de shaklemine. J'ai fait comme si je recevais de lui. Qui rit des l'olersif comme pour ne pas qu'il ait honte. Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est sympa, Nachon? C'est une belle mitzvah. Non, mais vous ne pensez pas qu'il a volé les autres aussi en faisant ça? Parce que bon. Il a donné ça par lui, mais il y en a un qui n'a pas donné dans l'histoire. Alors c'est vrai qu'on aurait tous fait ça, a priori, on est gentil. On n'a pas fait son type, et puis. Ouais. Mais Rashi dit plus que ça, parce que Rashi, il a vu ce truc-là. Il dit il a donné une deuxième part pour lui. Il en avait en plus, lui comme ça,
Pour pas qu'on se dise 2 minutes, pour pas qu'on se pose cette question, c'est-à-dire non seulement évidemment il a fait ça en douce et puis personne ne s'est aperçu, ouais, mais c'est plus que ça, je veux dire, il n'a pas blasé les autres, ouais, il a payé pour lui, quoi. C'est pas qu'il a fait rentrer dans le bus comme ça, tac. Non, c'est important. Amarle mitzvah vatta, la fois que Shmuel Vedarash, il lui dit, tu as fait une grande mitzvah. Et Shmuel, il est sorti et puis il a fait une dracha de ça. Ou tzedaka tatzil mimavet, il lui sort le pasouk de Michelet, tzedaka tatzil mimavet. Velo mimita meshuna et la mimita atzma. Et la tzedaka, c'est pas qu'elle va nous sauver d'un type de mort. C'est-à-dire le type, au lieu de mourir bizarrement, il va mourir normalement au moment où c'est décrété. Non, non, non. De la mort même, ouais, il peut être complètement sauvé. Ouais. Donc ici aussi, ouais, ça renforce. Ici, Shmuel, il est apporté comme quelqu'un comme un des Amorim qui vient de Mazal d'Israël. Ouais. Mais si on retient que ça, on se dit, bah, donc les astres, c'est bidon. On voit que c'est pas bidon du tout, les astres. Hein, parce que quand même, Ablet, qui était astrologue et goy, bah, il avait bien vu quand même. Hein. Mais il y a le srout des mitzvot. Donc, en passant dans cette souga dans laquelle on nous dit plusieurs reprises comme ça que En Mazal d'Israël, au contraire, on comprend, enfin quoi en contraire. C'est le En Mazal d'Israël comme nous a dit Rashi, que le Mazal, c'est pas un verdict comme ça. Hein, qui est irréversible, mais c'est quelque chose qu'on peut changer. Mais on comprend en passant qu'il y a une influence des astres. C'est-à-dire ok. Le dernier Mikré, non, l'avant-dernier, il y a encore deux Mikrim. On va le voir, c'est parce que c'est classique, tout le monde connaît l'histoire. Hein, quoi, sur Chachamenu, on a tout ça appris quand on était petit ou quand on était grand. Et Oumé de Rabbi Akiva, Nami, Ad Mazal Israël. Et de Rabbi Akiva aussi, on apprend qu'Ad Mazal Israël. Comment on apprend ça? De Rabbi Akiva, Aviale Barta, il avait une fille. Amrele Kaldae, les Chaldéens, donc quand on dit les Chaldéens dans la Gemara, c'est les astrologues. Les Chaldéens lui disaient Aouyoma daile le beganana tarik la chivia vemita. Les Chaldéens lui disaient le jour où ta fille va se marier, ben, il y a un serpent qui va la piquer et elle va mourir. Hein? Et c'est intéressant parce que Rabbi Akiva, il n'a jamais dit ça à sa fille. Hein? Vous allez me dire pourquoi, d'après vous. C'est pas marqué ce que je vous dis. Pardon? Il la protège. La protège de quoi? Ben, ça va l'angoisser. Oui, mais pas un guide, ça peut changer. Pardon? Ça peut? Ça peut Ouais, toujours changer, c'est-à-dire, mais si quelqu'un, enfin, l'eau nous, il dit le jour, ça peut changer, mais tu la mets pas en garde. Vous voulez pas l'inquiéter, quoi. Peut-être parce que si elle fait des massimitos. Imagine un truc comme ça dans la rue, un truc qui glisse, il y a un ravin, machin et tout. Tu veux pas inquiéter quelqu'un, tu lui dis pas. C'est les jours de son mariage, c'est suite, alors que là, son mariage, c'est dans X temps, je sais pas. Non, maintenant, mais le jour du mariage non plus, il l'a pas dit. On va voir la suite. Ouais. Mais il n'a jamais dit, elle était allée se marier, il savait que le jour de son mariage, il devait mourir, il lui a rien dit. Ok? Peut-être par rapport au mitzvot, si par exemple, on me dit, ma fille, il faut que tu fasses tout pour que ça n'arrive pas. Alors peut-être sa kavana, ça va pas être la même que si elle le fait, genre, c'est exactement ce que disent les Mefarshim. Les Mefarshim, ils disent que c'était quelque chose qui était tellement fort que de toute façon, il fallait un très grand route pour pouvoir se sauver de ça. Et s'il lui avait dit, ça va pas être un très grand route, je veux dire, bon, c'est pas qu'elle fait du chemin. D'un autre côté, il ne voulait pas non plus l'empêcher de se marier pendant toute sa vie. Et donc, il n'avait pas tellement de choix, quoi, que de taire le truc. C'est dur quand même. Donc, il savait qu'elle devait mourir. Mais bon, il devait savoir que c'était une grande sadika. Ave daïga miltatuva, il était doeg, ouais, il craignait vraiment cette histoire-là, bien qu'il va jusqu'à ce qu'elle se marie. Aouyoma, shakalta le marbanta, datsta beguda. Ce jour-là, quand elle était se coucher après le mariage, elle a pris sa broche, hein, qu'elle avait dans les cheveux, puis elle l'a rentrée dans le mur. Itrameitiv beine de chavia. Il se trouve qu'il est rentré dans l'œil d'un serpent, et puis comme ça, elle a tué un serpent sans le savoir en rentrant sa broche. L'Etzafra, le matin, qui cache Aklala lorsqu'elle a tiré la broche, avec Asarir Vate Chivia Batra. Il y a un serpent comme ça qui a suivi, elle tire la broche, et puis elle est peut-être plus longue que prévu. Amarla voit, Mayavata, ce soir, elle est allée raconter à son père, évidemment, elle a trouvé un truc comme ça, et son père lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Amarle Befania lui a dit, hier soir, donc le soir de noces, Ata Ania, Karabava. Il y a un pauvre qui est venu, puis il appelait comme ça à la porte. C'était dans une maison, donc sûrement le mariage, c'était pas comme aujourd'hui, comme ça. Vous tridé coulé alma besudata, puis tout le monde était occupé par la souda, personne n'a fait compte, n'a fait attention aux pauvres. Veleka des jamais personne n'a entendu. Kaimna, je me suis levé,
Shakalti l'Iristanaï de Evitli. J'ai donné ma part du repas. Alors, comme elle était sur mon Chabad, elle a jeûné toute la journée, hein, en plus. Ouais. Et en plus, elle donne son repas maintenant. Yafteni allé, donc elle lui a donné, et je lui ai donné. Amarla, mitzvah vadet. Il lui dit, ah, t'as fait une grande mitzvah. Nafak Rabbi Akiva vedarash, Rabbi Akiva est sorti, puis il a fait la drasha. Uzdaka tatil mimavet. Velo mimita meshuna et la mimita atzma. Alors, il copie Rabbi Akiva, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne copie pas parce qu'il était avant. Tout à l'heure, c'était un Mora. C'est Rabbi Akiva, c'était un Tana. Ok. Donc, de Rabbi Akiva aussi, on apprend ça, mais là aussi, encore une fois, et ouais, on voit bien qu'il y a oui une influence des astres. Ouais, les Chaldéens, ils ne s'étaient pas trompés là aussi. Okay. Et enfin, la dernière, ici, c'est Rav Nachman Bar Yitzhak. On met Rav Nachman Bar Yitzhak, Namian Mazal l'Israël. Alors là, c'est aussi très fort. D'aimer de Rav Nachman Bar Yitzhak, imaginez Rav Nachman Bar Yitzhak, comme ça, c'est un des plus grands Amoraïm. Regardez ce qui lui est arrivé. Sa mère, Amrela Chaldée, les Chaldéens, les astrologues lui disaient Barir Ganavave, ton fils va devenir voleur. La Shavakte Gluyereiche, elle n'a jamais accepté qu'il ait la tête découverte. Alors il y en a ici qui veulent prouver que dans le temps on ne mettait pas la kippa parce que lui spécialement il mettait la tête couverte. Mais bon, il y en a beaucoup qui expliquent que non, on avait la tête couverte. Mais elle lui demandait de mettre un deuxième, hein, comme un vassalé, vous savez, comme ça. En plus. Amrale Kassir Esher Kiechid Tiavo Allah Chaimata Dishmaya. Elle lui disait, sans lui dire pourquoi, mais toujours la tête couverte et bien couverte pour avoir la Yirat Shamaim sur toi. Ubaï Rachme et demande la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Laveyada Maïk Amrale, et il ne savait pas pourquoi elle lui avait dit ça. Yom Achad Yativ, un jour il était assis. Kagaris Tutedikla, il était en train d'étudier sous un palmier. Nafal Glima, mais il avait réché sa glima, sa djellaba, elle est tombée de sa tête. D'aléné, il a levé la tête. Chazal et Dikla, puis il a vu le palmier, et puis il a vu des dates et tout. Almé Yatre, son Yetzara, il est devenu très fort. Salik, il est monté au palmier. Pascal et Kiboura Béchiné, puis il a arraché avec ses dents une grosse. Un eshkol, quoi, comme on dit. Des dates, quoi. Ouais. Donc, ça ne lui appartenait pas, quoi. Ouais, on peut me dire, c'est fort quand même, hein. Rav Nachman Bar Yitzhak, bon, peut-être qu'il n'était pas encore un grand à ce moment-là. Enfin, toujours est-il, on voit que ça marche, quoi. Ouais. Il devait devenir Ganav, il avait ça comme ça en lui, et puis, il faisait ce qu'il fallait, et puis on voit à quel point ça l'a aidé, toute cette zéroute de Yirat Shamayim. Parce que dès que la kippa est tombée, tac, il est devenu un peu sauvage comme ça. Okay. Bref, ça c'est la Sugia d'Al-Mazal d'Israël. Okay. Donc déjà ici, que ce soit de Rav, de Shmuel, de Rabbi Akiva, de Rav Nachman Bar Yitzhak, de Rabbi Yochanan, on comprend que Al-Mazal d'Israël, c'est qu'en réalité, il y a eu une influence des astres. Cette influence des astres, malgré tout, elle est réversible. Avec la Yirat Shamayim, on peut changer les choses. Et en plus, notre Sugia dans Moed Katan, qui nous dit qu'il y a même des domaines, et c'est les domaines principaux de la vie, dans lesquels les astres, ils ont une influence extrêmement grande. Ouais. Mais malgré tout, Tassot nous dit que même ça, c'est des choses qu'on peut changer. Ok? Nachon l'Arshav, c'est ce qu'on a vu, c'est le sikou. Au niveau de la halacha, encore une fois, là, on n'a pas encore commencé vraiment à regarder ce que c'est que ces influences des astres et comment ça fonctionne. Mais déjà, au niveau de la halacha, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Ça aussi, ouais, je ne voulais pas rapporter ici. Vous, si vous voulez noter comme ça, c'est dans Shulchan Aruch Yoredea. Siman, Koufa une tête, Seif Aleph. Lorsque nous dit comme ça le Shulchan Aruch, En shoalin bechozin bekochavim et velo begoralot. Donc on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit à des astrologues, ni de faire les goralot, c'est encore autre chose. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'astrologie. Donc le Shulchan Aruch nous dit que c'est interdit. Ok, bon, alors on est coincé. Donc on doit s'arrêter. Le Rama là-dessus, il rajoute la chose suivante. On va voir finalement qu'il y a 3 points où on peut, oui, entrer notre tête là-dedans. Moi, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, le premier point, il est déjà rapporté par le Rama. D'abord, le Rama, il explique ce que nous dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est posek comme le Rambam. Ouais, c'est interdit, Nekuda. Ok. Et le Rambam, tout à l'heure, on avait dit qu'il était cholek sur le Rambam,
et qui disait que non, il y a une influence, comme on le voit, comme on l'a vu ici dans le pshat le pshat de cette Sugia. Parce que c'est vrai que cette Sugia qu'on vient d'étudier, pour le Rambam, elle est quand même dure. Hein. Le Rambam est obligé de dire que non, c'est des exceptions qui sont apportées ici. Hein. Que c'est Amorim, c'est ce qu'il pensait, Rabbi Akiva aussi, mais c'est très dur. Agav, vous savez, et le Rambam, par exemple, il dit qu'il n'y a pas de Shindalet. Il n'y a pas de Jnoun. Et comme on dit chez nous. Maintenant, le Rabbi de Kotsk, et il a une explication très très spéciale de ça. Il dit qu'à l'époque du Rambam, il y avait tellement de ces créatures-là, et surtout en Égypte, en Afrique, et les gens, ils avaient tellement peur de ça, qu'au contraire, il a fait un psagdin qu'il n'y en a pas, pour les éliminer. Donc au contraire, il y croyait vraiment. Okay. Donc le Rambam, il est comme ça, souvent surprenant. Alors c'est vrai que c'est un peu dur ce qu'il dit, comme ça, que c'est du Evel Avelim, et que c'est interdit, etc. On peut aussi peut-être expliquer, comme explique le Rabbi de Kotsk, que ce qu'il dit que En Mazal Israël, c'est pour pas qu'on rentre dans l'astrologie. C'est vrai qu'à l'époque du Rambam, c'était assez développé, etc. Et puis, on va voir que dans 99% des cas, on n'a pas à aller chercher ce qui est là-bas. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu tactique aussi, ce que dit le Rambam. De toute façon, Allah Khalema, c'est le Shulchan Aruch nous dit, on ne peut pas aller chercher là-bas. Mais, malgré tout, le Rama, il rajoute quelque chose. D'abord, il explique, Mishum Shenemar Tamim Tiyeh Hashem Elokecha, parce qu'il est marqué Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Agav, et ce que nous dit le Rama ici, c'est ce que dit le Ramban. Et le Ramban, il pense un petit peu différemment du Rambam. Alors, on a compris, il nous dit que ça existe, juste on n'a pas le droit de le faire, c'est autre chose. Et le fait que le Ramban nous dise que c'est interdit à cause de Tamim, toi, soit Tamim, soit simple, déjà ça nous montre que il y a réellement quelque chose, mais on ne te demande pas de rentrer ta tête là-dessus. Okay. Et a fortiori, nous dit le Rama, qu'on ne peut pas aller chercher des gens qui font de la sorcellerie, etc. Des kosmim, des menachashim, des mechashvim, tout ça, c'est interdit évidemment a fortiori. Mais nous rajoute le Ramban, et le Rama aussi rapporte ça, et ça c'est la première porte, on peut dire, qui peut nous donner comme ça encore un lien. On a dit qu'il y avait trois points avec l'astrologie. Mais malgré tout, si jamais on entend, mais évidemment il faut que ce soit quelque chose qui est fondé, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout des bêtises qui sont dites comme ça, les horoscopes, etc. Mais malgré tout, quand il y a quelque chose qui est fondé, si ça arrive à nos oreilles, qu'en fonction de notre mazal et du jour où on est né, etc., et puis toutes sortes de choses qu'on va voir, on apprend que aujourd'hui ou cette semaine ou quoi, on risque de ne pas réussir dans les affaires. On peut et a priori on doit aussi, nous dit le Rama, au nom du Ramban, prendre ça en compte. Donc le Rama, il atténue un petit peu ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit interdit d'entrer là-dedans. Le Rama, il dit, mais malgré tout, c'est pas qu'il est cholèque, mais il dit, mais malgré tout, si jamais tu entends quelque chose, tu peux, et tu dois, et prendre garde. Et là, mais juste, tu vas pas commencer à faire un doctorat autour du truc à cause de Tamim Tiyeh. Ça, c'est le premier point déjà. Ok, mais ça justifie pas encore quand tu dis le Inyan. Le deuxième point, qui est rapporté comme ça dans l'Achronim, je vous le dis comme ça aussi oralement, et c'est une distinction qu'il y a entre savoir le futur et toutes sortes de choses qu'on va étudier aussi vers la fin, qui sont apportées dans la même Suga dans Masrat Shabbat, mais plutôt de ce qu'on appelle Mazal Yom et Mazal Sha'a. Qu'est-ce que c'est que Mazal Yom et Mazal Sha'a? C'est des choses qu'on a le droit d'étudier. C'est toutes sortes de choses qui ont un rapport avec notre personnalité, qui sont fixées en fonction du jour et du jour de la semaine et de l'heure à laquelle on est né. Et ces deux choses-là, et le rapport entre les deux, c'est des choses qui vont déterminer, je vois sur moi par exemple, chacun se connaît, puis pas besoin d'étaler ces trucs, à quel point c'est extraordinaire, quoi. À quel point ça correspond. Alors j'imagine que c'est comme ça pour tout le monde, mais si on connaît le jour de la semaine et l'heure aussi, alors l'heure c'est déjà un peu plus compliqué, mais si vous voulez, juste après, un peu plus tard aussi, on va essayer de voir comment compter les heures, un peu comme quand on compte la 7e heure qui c'est en rapport avec ça. Pour Shabbat, pas faire le Kiddush, etc. C'est tout à fait en rapport avec cette Sugia. Et il y a des Chedushim du Rebbe aussi autour de ça. On va y arriver, Bezat Hashem. Mais toujours est-il, donc ces choses-là qui ont un rapport, pas avec le futur, mais avec le fait de se connaître.
Puis c'est important de se connaître. Ça, c'est des choses qui sont autorisées, c'est rapporté comme ça dans l'acronyme, donc c'est le deuxième point. Et le troisième point, alors c'est autre chose. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez fin. Le troisième point, il est basé sur deux sugyot dont je vais parler maintenant. Puis après ces sugyot, on passe à des choses plus pratiques. Mais il y a deux sugyot qui sont quand même un peu à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. Un sugyot dans Maseret Shabbat, Dafaïn Hei Amud Aleph. Amar Rav Zutra nous dit la chose suivante. Rav Zutra bar Tuvia. Ayodea lechashev tkufot umazalot vaino choshev asur lesaper himeno. Quelqu'un qui a la faculté, qui saurait faire des calculs qui ont un rapport avec les saisons, mais avec les mazalot aussi. Donc c'est pas uniquement l'astronomie, parce que quand on parle de saison, oui, c'est de l'astronomie, mais les mazalot c'est déjà un truc un peu plus complexe. Et toutes ces sougiotes là qui parlent de l'obligation d'apprendre les trufot et les mazalot, il y a une autre souga. Et Rashi explique de façon très claire qu'il s'agit de l'astrologie. Ouais. Donc ici, et nous dit Rav Zutra bar Tuvia, quelqu'un qui saurait faire ces calculs-là, parce que vous allez voir, ça demande quand même pas mal de kishronot. Veino choshev asur les saper heimeno, et qui le ferait pas, asur les saper heimeno. Alors ça veut dire quoi? Alors il y a deux explications. Il y en a qui expliquent qu'asur les saper heimeno, c'est interdit de lui parler. Ouais, on ne peut pas parler à un type comme ça. Tu peux pas lui parler parce que Stam, il perd son temps, il a des trucs très importants à faire, il ne le fait pas. Mais il y a un autre avis qui dit asur les saper heimeno, si c'est un rave, c'est interdit de le citer. Ouais, quelqu'un qui pourrait faire ces trucs-là, puis il a un manque, et donc il n'est pas complet, il n'est pas à citer. Dans la suite de cette même sugya, nous dit la Gemara, Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan, Minayn she mitzvah la adam lechashev tkufot umazalot. D'où est-ce que l'on sait qu'il y a une mitzvah même de faire ça? Il y a une mitzvah de faire tous ces comptes. Parce qu'il est marqué dans le Sefer Dvarim, Ushmartem v'asitem ki chochmatrem ubinatrem l'nei ha'amim. Parce que cette chose-là, c'est comme ça que vous montrez la supériorité de Chochma et de Bina qu'il y a chez les Bnei Israël sur les peuples. Alors, nous dit la Gemara, qu'est-ce que c'est que la Chochma et la Bina dont on est en train de parler par rapport au peuple? C'est le Chishuf d'Et Kufot ou Mazalot, et puis Rashi qui nous dit que c'est l'astrologie. Donc finalement, ici, on a une sugya qui nous dit, c'est important, si on a la possibilité, quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui ne étudierait pas ça, bon, quelqu'un qui est limité, etc., c'est une chose. Mais quelqu'un, disons, qui s'investit dans la Torah, c'est sûr qu'il a les capacités. Quelque part, il est obligé aussi, dans son limoud de Torah, de rentrer cette partie de la Torah. Et dans cette partie de la Torah, il y a tellement de choses comme ça qui vont faire du Kiddush Hashem, le fait même de parler des choses qui sont écrites ici, sans nécessairement que ce soit quelque chose à appliquer comme ça pour savoir le futur. Pas nécessairement, mais c'est même, on a dit, interdit. Mais en tout cas, le fait de connaître ces choses-là, c'est un peu ce qu'on va aborder maintenant. C'est quelque chose qui est une mitzvah. Donc, pour résumer comme ça en 3 points. Donc finalement, premier point par rapport à la halacha, on a compris qu'il y a oui une influence du mazal, on ne va pas revenir là-dessus. Mais disons au niveau de la halacha. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors le premier point, alors on a le petite ouverture comme ça du Rama au nom du Ramban, qui nous dit que si on entend des choses, on doit en prendre, les prendre en compte. Le deuxième point, c'est le fait de savoir les données finalement de notre personnalité en fonction du jour et de l'heure de notre naissance. Ça, c'est quelque chose qui est autorisé. Et le troisième point, c'est que même les autres choses avec des choses très 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 complexes, on va commencer à voir comme ça, d'astrologie, c'est oui des choses à étudier, même si c'est pas pour les appliquer dans le fait de savoir le futur, parce que de cette façon-là, on montre la chorma qu'ont les Bnei Israël sur les goïms. Ah, c'est quoi, avant de continuer, Ken Stecha? Juste par rapport au premier point, si on veut avoir un échec et tout, dans la recherche, quand on fait un sudoku ou quoi, on a le droit de prendre en compte les signes de la personne. Par exemple, si on sait qu'on n'est pas compatible avec tel signe, on a le droit de ne pas rencontrer. Je vais te dire, le rabbi dit en aucun cas de rentrer dans ces ninim-là. Maintenant, si tu l'entends et puis que et t'es rentré dans le truc, dans ce cas-là, tu peux le prendre en compte. Mais commencer à aller chercher dans ce qui vaut. Et de la même façon, le rabbi il parle des noms. Il y a des Mekoubalim qui font toutes sortes de trucs. Moi, je me rappelle dans mes Shiduchim, j'avais une histoire comme ça, je suis allé voir
je peux même dire qui, parce que bon, a priori, c'était la Bedin, la Eda Haridit, comme ça, leur avait Fischer, bon, il est décédé, et Yaakov Israël Fischer. J'avais un chidour qui tournait en vinaigre, et bon, après 6 mois, je suis allé voir Laura, parce qu'il fallait quand même bouger. Tachlès, alors je lui dis le prénom de la fille, il a fait comme ça, il s'est presque endormi, et il me dit, ça n'a rien à voir. Non. Alors je ne savais pas à l'époque que le Rabbi ne voulait pas dire qu'on fait ça. Alors bon, c'est vrai que ça m'a rassuré. Bon, après, j'ai appris. Mais non, le Rabbi, il ne veut pas qu'on rentre dans notre tête. Tamimité, Machem Elokecha, ça fait partie du truc. Et quand on commence à rentrer sa tête dans ces trucs-là, et je vais vous raconter une anecdote, mais sur un pied. Il y a une époque où j'ai commencé à étudier un peu ces choses-là et à prendre goût. Et même à prendre conseil avec quelqu'un qui s'y connaît énormément là-dedans. Mamash, quelqu'un qui vous dit des trucs. Bémet incroyable. Qui la première fois que je l'ai vu m'a raconté des choses sur ma vie, mais dans les pires pratim, dans les détails. Ouais. Tard, laisse. Et quelque part, bon, bah, le fait d'étudier ces choses-là, ça crée un peu une dépendance. Ouais. Alors c'est vrai, bah, tu commences à y penser, etc. Puis à cette période-là, j'ai écrit comme ça au Rebbe. Et le Rebbe, il y avait une lettre comme ça très dure. Après, j'ai cherché, je crois que c'est la seule lettre qui parle de ça. Le Rebbe me dit, tu vas arrêter tout de suite d'aller voir des Megidéatidotes, d'aller voir des types qui disent le futur. Un truc et depuis, tac, alors j'ai coupé complètement. C'est pour ça que je disais comme ça, Shanda, au téléphone, ça m'est même un peu insupportable aujourd'hui. Quand tu dis la chassidoute, c'est tellement pas dans ce qu'ils vont. Ouais. Et c'est tellement plus haut que ça en réalité. Ouais. On va voir ce que dit la chassidoute de tout ça. Mais on est en train de traiter des trucs alors que avec l'attachement au Rebbe, avec les miftaïm, avec l'étude de la chassidoute, avec on déchire tous ces trucs-là, birchlal, quoi. Que c'est mesquin, quoi. Donc on n'a pas à se prendre la tête. Maintenant, c'est de l'étude de Torah ce qu'on fait, donc c'est très bien, quoi. Mais rentrer dans ces trucs, non. Lokedai. Agave. Qu'est-ce que dit la chassidoute? Alors je vous ai apporté comme ça, et dans la Choveret, on ne va pas avoir dans les mots, mais je vais vous dire l'idée. Il y a comme ça, page 8. Il y a quelques mamarim du Rabbi Rachab, des choses du Rabbi Rayat. Je vais apporter comme ça un maman de Rabbi de Tafshin Gimel. Mais en gros, je vais vous dire comme ça un point important qu'il y a dans ce mamar. Mais c'est vraiment important de comprendre. Le Rabbi ici dans le mamar, il y a quand même quelque chose qui est un peu dur et un peu paradoxal dans tout ce qu'on a dit. D'un côté, on dit An Mazal Israël. Bon, c'est vrai qu'on a atténué le An Mazal Israël. Malgré tout. Mazal Israël, ok. On peut facilement changer, quoi, avec Torah Mitzvot, on change. Mais d'un autre côté, on nous dit, mais pour les choses les plus importantes de la vie, Baner Hayom Maisonné, il y a oui un Mazal, et puis il peut changer, mais c'est dur à changer. C'est un peu paradoxal quand même. D'un côté, de dire que pour les choses secondaires, un Mazal Israël, pour les choses plus, il faut un très très grand route. C'est bizarre quand même. Et la chita du Rebbe, la chita de Chassidut, mais c'est tellement extraordinaire parce que tu te dis, mais mince, tu étudies la Sugia sans étudier la Chassidut, tu n'as vraiment rien compris. Alors, tout le monde connaît le Aïn Mazal de Israël, mais le Rabbi rentre ça ici dans la Sugia. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est que non, mais ça ne se contredit pas du tout. C'est, quand on dit Baner, Chaye ou Maisonné, l'obesrutat alamita, ça ne dépend pas du srut, mais ça dépend du Mazal. Alors, c'est de quel Mazal ça dépend? Quand on dit ça dépend dans le Pshat, tu étudies la Mouad Katan, ou tu vois ça dans Tosfot. Ça dépend pas du srout, ça dépend du mazal. Alors je dis, bizarre que je fasse comme ci, comme ça, on sent que de toute façon c'est écrit en haut, c'est des trucs indélébiles. On dirait que c'est comme ça. Mais c'est vraiment pas le pshat. Le Rabbi explique dans ce Mahamar, moi je conseille d'étudier, mais il dit non. Aïn mazal d'Israël, et puis le fait que Bané, Chayou, Maisonné, ça dépend du mazal, c'est la même chose. Aïn Mazal d'Israël. C'est ça, un Mazal d'Israël. C'est que le Haïn, c'est le Mazal d'Israël. C'est-à-dire que, il y a pour les goïms. Et quand on dit pour les goïms, c'est vrai aussi pour un juif qui vit comme un goï. Ça peut être n'importe qui d'entre nous. Et là, je vous peut-être une parenthèse. Parce que, vous savez, quand on utilise le Tania au début, puis qu'on nous dit, Ken, les Ovdei Goïm, les Garmaï Ovdei. Ouais, ils font ça pour eux. C'est ce qui est marqué dans Rosh Hashanah. Et quand ils font de la tzedaka, ils font ça par intérêt, etc. Alors ça choque tout le temps, ça nous choque un peu. Moi, ça ne me choque pas. Parce qu'en réalité, nous aussi, on fait par intérêt. 99% de ce qu'on fait, c'est par intérêt.
par intérêt, on veut, parce que c'est bien pour nous, on veut faire ce que nous dit la Torah parce qu'on sait que c'est bien, etc. Il y a des choses qu'on fait de façon complètement sans aucune pnia, hein, mais c'est une petite partie de notre vie. Hein. Et en réalité, il faut changer, il faut tourner un petit peu la souga, c'est-à-dire, lorsqu'on nous dit que les Avdei Kochavim, ils font les trucs par intérêt, c'est pas uniquement l'Avdei Kochavim, c'est l'Avdei Kochavim, c'est nous aussi. Mais seulement le chidouche de la Sugia, c'est tout le contraire de ce qu'on croit en général. C'est que les Bnei Israël, ils ont la possibilité de faire des choses de façon complètement désintéressée parce qu'ils ont une nefesh elokit et ils peuvent faire Mesirut Nefesh. Ouais. Mais ça, c'est le chidouche. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on dit El Mazal Israël, attention, El Mazal Israël, mais il faut vivre à ce niveau-là aussi. Je veux dire, si le type, il rentre dans les mazalotes et dans les trucs, et puis, ouais, il aura des pâquerettes et le Admour Mtsei. Ouais. Il y a autre chose qui me vient à l'idée maintenant. Hein. Mais d'introduction à un de ses livres comme ça, il rapporte une souga qui dit qu'est-ce que doit faire l'homme pour gagner beaucoup d'argent? Ben, il doit faire beaucoup de commerce. Elle dit quoi? C'est tout ce qu'elle a à dire, la Gemara doit faire beaucoup de commerce. Elle dit étudie la Torah, elle fait de la tzaka, etc. Elle dit non. La souga, elle parle de quelqu'un qui est complètement au niveau des pâquerettes. Hein? Quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est, que le bitachon d'Hachem, la vodat Hachem, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire du commerce. C'est-à-dire, plus il travaillera et mieux ça ira. Hein? Et par conséquent, attention, quand on est une Mazel d'Israël, ouais, il faut se mettre au niveau. Ouais? C'est-à-dire, il faut y croire, il faut le vivre. Okay? Maintenant, c'est pas non plus si difficile que ça. C'est un petit switch à faire, mais zéro. À Starles, quand on dit Banei Chayom Mezoné, Bemazalat Taliamilta, ces choses-là dépendent du Mazal. Ben, c'est quoi ce mazal? Aïn, c'est le Aïn. Hein, Aïn, mazal d'Israël. Et c'est quoi ce Aïn? Ben, ce Aïn, c'est le bitoul finalement. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, c'est quoi ce bitoul? C'est l'abnégation. L'abnégation, alors c'est quoi l'abnégation? C'est beaucoup de choses. L'abnégation, c'est la Mesirut Nefesh, c'est le fait de faire des choses, même si le fait de se faire violence finalement pour faire des choses qu'on sait devoir faire. Et les choses que dans la Torah, même si ça ne nous plaît pas, même si c'est difficile, même si au contraire, justement parce que c'est difficile, les choses des mifsim du Rebbe, le Aïn, ben c'est attachement au tzadikim, ça aussi c'est le Aïn, hein, quand on est attaché au Rebbe, c'est aussi du Aïn. Hein. C'est la tzedaka, c'est de se dépasser, toutes ces choses-là, c'est le Aïn, Mazal Israël. Et donc, Banei Chayom Zoné, ben, réellement, ça dépend du Aïn, c'est-à-dire on se déchire, on se dépasse, on peut complètement changer les choses dans ces dynamis-là. Alors des fois, si on n'arrive pas à arriver si haut, il y a des tzadikim qui peuvent le faire. Il y a toujours d'histoires avec le Baal Shem Tov qui peut même changer comme ça de la parnassa en briout ou en enfant, etc. Okay? Mais en gros, finalement, nous dit ici le Rebbe, ces deux choses-là, elles ne se contredisent pas. Et quand on dit le Mazal d'Israël, et Banei Chayom Zoné dépendent du Mazal, c'est la même chose. C'est que nous, on est complètement au-dessus de tout ça. On est au-dessus de tout ça. Et pour pouvoir vivre au-dessus de tout ça, hein, c'est un peu comme le bitachon d'Hachem, quoi. Ça demande beaucoup de pashtout, quoi. Tamim Teim Hashem Lokera, c'est un truc très fort. Hein. On aurait tendance à dire, non mais les astres, ils me disent quand même le truc, alors pourquoi être tamim? Hein. Pourquoi être tamim? C'est un peu comme l'Arshov Tov Veyetov, c'est le même esprit. Et pourquoi être tamim? Parce que quand je suis tamim, je suis complètement au-dessus de tout ça. C'est pas quand je suis tamim, ça y est, je prends des risques et puis Hashem Yazor. Non, c'est pas ça. Quand je suis tamim, le fait d'être tamim, ça sous-entend aussi ce bitoul, cette pashtout, etc. Je me mets complètement au-dessus. Hein, évidemment pour le bien. S'il y a un bon mazal, il restera toujours. Hein, c'est pas qu'en se mettant comme ça. Hein, donc les choses qui sont bonnes, elles resteront de toute façon. Hein. En étant tamim, les choses qui sont mauvaises, elles se transforment en bien. Sans qu'on le sache même. Ok, ceci dit, on va maintenant passer à des choses comme ça un petit peu plus techniques. Et on va commencer avec des croquis. Alors là maintenant, pour pouvoir aborder les textes, il y a beaucoup de choses qu'on va voir maintenant et qui vont vous aider pour aborder toutes sortes de textes que vous trouverez dans toutes sortes de livres. Hein. Il y a plein de livres, il y a plein de passages, que ce soit dans la Gemara, dans le Sefer Yetzira, dans d'autres livres, hein, qui vont parler d'astres, d'étoiles, de planètes, etc. Souvent, on a du mal à comprendre de quoi il s'agit. Puis il y a beaucoup de domaines aussi. Alors, je voudrais un peu mettre de l'ordre dans les idées.
Et surtout pour vous donner des clés, quoi, pour pouvoir. Mais pour ça, il faut un petit peu d'astronomie. Maintenant. Donc, on va faire un peu de physique. Et maintenant, juste comme ça, quand on parle d'astronomie, alors vous savez qu'il y a un système héliocentrique où finalement on considère tout par rapport au Soleil, un système géocentrique où on considère tout par rapport à la Terre. Et il y a des choses qui sont plus faciles à expliquer d'une façon, des choses d'une autre façon. On va un peu parler des deux, mais c'est vrai que d'après la Torah, d'après le Chachamim, la Terre, c'est le centre de tout, puis tout tourne autour de ça. Alors c'est vrai que ça fait des résultats comme ça un peu complexes, mais je veux dire, c'est comme ça que c'est dans les livres en tout cas. C'est-à-dire, c'est comme ça aussi que la vie de la Torah. Alors venez, plutôt que de parler, regardez page 3. À la page 3, on ne voit pas tellement, mais c'est où il y a tous les petits dessins comme ça. Okay. Alors là, je suis désolé pour ceux qui voient ça à l'écran. Alors, ouais, je peux vous donner ça si vous voulez prendre une photo. Et. Ok. Alors, page 3, comme ça. Regardez le croquis numéro 4. Et je vais vous donner un moyen de mnémotechnique. Vous connaissez le me voici tout mouillé, je suis un nuage. Ça vous dit quelque chose cette phrase? Ok. Alors, comme ça. Me voici tout mouillé, je suis un nuage. C'est un mnémotechnique pour se rappeler de l'ordre des planètes. Dans le système héliocentrique, depuis la planète la plus proche du Soleil à la plus éloignée. Donc, me voici tout mouillé, je suis un nuage. Là, ça rien de Torah, c'est nulle part. C'est ni dans le Zohar, ni, vous imaginez. Surtout quand on traduit en ivrite, c'est ce que ça donne. Alors, c'est quoi? Alors, si vous regardez ici, ça tourne un petit peu comme ça. Vous voyez, il y a le Soleil au milieu, et puis il y a toutes sortes d'ellipses comme ça autour. Alors, vous voyez comme ça, il y a Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus avant Neptune, et puis on a Pluton aussi. C'est-à-dire, vous voyez que je suis allé comme ça des cercles les plus proches du Soleil. Alors si vous voyez me voici tout mouillé, je suis un nuage, Pluton on le met de côté, c'est Mercure, voici Vénus. Ok, cette phrase est un peu débile, mais c'est pas grave, si grâce à ça on se rappelle de l'ordre, ok, on a au moins gagné ça. Pardon? Qui n'est pas dedans? Il a fait. Alors Pluton n'est pas dedans, ok. Pluton n'est pas dedans, Pluton il a été déclassé, en 2006, et par les astronomes, parce qu'il n'était pas dans les normes. Alors déjà, comme ça on le voit, il est un peu bizarre, parce qu'ils sont presque tous dans le plan écliptique, c'est-à-dire le plan du mouvement du Soleil autour de la Terre, de la Terre autour du Soleil, ce que vous voulez. Presque toutes les planètes sont dans ce plan-là. Pluton, elle a comme ça un angle comme ça qui est assez grand, et puis en plus, c'est une planète qui ressemble plus aux petites planètes. Quand on dépasse Mars, ça va commencer à être comme ça, Jupiter, Saturne, tout ça, c'est des trucs qui sont gazeux, il y a des gaz, il y a des glaces, alors que les planètes les plus proches sont telluriques. Pluton, elle n'a rien à voir avec les toutes petites, et puis elle est en plus faite de roches et pas de gaz comme celles qui sont avant, et puis en plus elle a une orbite, c'est très bizarre. Bref, elle a été, on a mis un coup de pied dedans, et donc elle est sortie. Mais c'est même pas ça ce qui nous intéresse, parce que ça c'est un truc d'astronome Goïm, mais peut-être avant ça, moi je vais en déclasser deux autres, Uranus et Neptune, parce qu'en réalité, chez Chazal, Uranus et Neptune, ils n'existent pas. Ils n'existent pas parce qu'ils n'ont rien à voir avec, et ça c'est une des différences entre l'astrologie juive et l'astrologie des Goïm. L'astrologie des Goïm, aujourd'hui, on prend Uranus, Neptune, Pluton en compte, donc il y a 10 planètes ou étoiles, alors que, Uranus il a été découvert par Herschel en 1781, donc on imagine que c'est pas, dans la Torah on n'en parle pas, dans Chazal, et Neptune en 1846, et Pluton en 1930 Birklam. Donc ces trois derniers, même si chez les astrologues comme ça, quand vous avez des bouquins d'astrologie de Goïm, on vous parle de l'influence de Neptune, d'Uranus, de Pluton, de machin, etc., puis de Thérophile, de tous ces trucs-là, on les met de côté déjà, on les enlève, donc finalement qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Ok, déjà. Mais maintenant, il y a un autre point comme ça, que je voudrais mettre en avant. Et pour ça, je vais vous demander de regarder la page 4. La page 4, c'est après une feuille blanche comme ça. Cette page 4, on va l'étudier comme ça, assez en profondeur, et parce que elle est vraiment importante.
vraiment importante. Alors ici, si vous regardez, on va regarder comme ça, vous voyez en bas, Eretz. Ouais. Après, bon, Goufa Maim, Goufa Roar, Goufa Esh, ça nous intéresse un peu moins. Vous voyez comme ça, j'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de bas en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est en petit font. 8, c'est notre font. Et 9, c'est notre font encore. Vous voyez? Vous êtes avec moi? Ouais. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est extrêmement important. C'est les 7 planètes. Alors, essayez de retenir comme ça, les rachetez votre, depuis le 7 jusqu'au 1 en descendant. Shatsam, Chankal, c'est un truc qui va revenir souvent. Vous voyez, Shatsam, Shaptai, Tzedek, maintenant je descends du 7 au 1. Shatsam, Shaptai, Tzedek, Madim, puis Chankal, Chama, Noga, Kochav. J'ai marqué Yareach, mais en général on écrit Levana, donc Chankal, avec un lamed à la fin. Hein? Et ce Shatsam, Chankal, on va voir, et il revient souvent. Alors quelle différence il y a entre ça et puis le Mercure, Vénus, Terre, me voici tout mouillé, etc., qu'on a vu tout à l'heure? Le truc, c'est que maintenant, on va regarder les choses de façon un petit peu différente. On va regarder les choses avec la Terre comme milieu. Alors, le fait que les orbites, finalement, en dehors de celle du Soleil qui va être elliptique, les orbites des autres planètes, c'est vrai que ça fait quelque chose de complexe. C'est pas vraiment c'est une espèce de rosace comme ça. Hein, parce que si elles font des ellipses autour du Soleil, mais que le Soleil, il fait aussi une ellipse autour de la Terre, hein, le composé des deux, ça fait des choses un peu bizarres. Mais c'est pas grave. On n'est pas en train de regarder maintenant. Hein, la forme de la trajectoire, mais on regarde comme ça les différentes trajectoires. Et là maintenant, évidemment, on va enlever la Terre, parce que la Terre, elle est au centre. C'est-à-dire, mais on va rajouter deux choses à ce qu'on avait tout à l'heure. On rajoute la Lune et on rajoute le Soleil. C'est-à-dire que dans les 7 planètes, alors c'est vrai que le Soleil, hein, c'est pas une planète, c'est une étoile. Il y a une différence comme ça en hébride entre ce qui s'appelle corvée, lechet, hein, les étoiles qui bougent, les planètes, et les corvées chevet, les étoiles qui sont fixes. Et alors c'est les étoiles qui sont tellement lointaines que même si elles bougent, ouais, l'angle est tout petit finalement. Quand on parle d'années-lumière, ou de milliers, ou jusqu'à des 12 milliards d'années-lumière, on comprend que ça peut bouger des millions de kilomètres, hein, ça va rien faire. Par conséquent, on a ces 7 astres de base qui sont finalement les planètes quand on a enlevé les 3 dernières. Il n'y a pas la Terre, et puis on a rajouté la Lune et le Soleil. Ok? C'est cette chose-là, donc Levana, maintenant je vais du bas en haut, Levana, Kochav, Noga. Alors je vais vous donner les noms et quelques données là-dessus, c'est important pour la suite. Et pour le moment, ça n'a rien à voir avec les signes du zodiaque. Ouais, vous faites bien attention, les signes du zodiaque, c'est des étoiles qui sont beaucoup plus éloignées. Ouais, on va en parler aussi. On est en train de parler des planètes, mais on va voir qu'en astrologie, on a les deux. On a l'influence de ça, l'influence de ça, et puis on a l'influence surtout, c'est ça le point qui est important, des signes du zodiaque par le biais des planètes. C'est-à-dire que finalement, ouais, c'est plus ou moins le jeu qui est fait. Ouais. Alors évidemment, c'est tout ça, il y a des éphémérides, il y a des bouquins là-dessus comme ça qui nous donnent les positions de tous ces trucs. Ouais. Mais en gros, l'idée dans tous ces trucs-là, c'est assez incroyable, mais c'est comme ça que ça fonctionne en astrologie. On prend la Terre, et puis on tire des droites comme ça vers chacune de ces planètes. Alors chacun a sa période de rotation comme ça. Ouais. Autour du Soleil, autour de la Terre, ouais, comme on veut. Et puis quand on va prendre cette droite-là comme ça qui part de la Terre, qui passe par chacune des étoiles, ben à la fin, tac, on continue, et puis on arrive finalement dans un des signes du zodiaque. Ouais. On va parler du zodiaque. Et finalement, ben, ça sera le vecteur, hein, par lequel va passer et l'influence des astres jusqu'à la Terre. C'est-à-dire que, quelque part, toutes les influences dont on est en train de parler, c'est des influences des astres dont on va parler après, c'est des signes du zodiaque, par le biais de ces planètes. Ouais. C'est ça l'astrologie en gros. Ouais. Alors, il y a énormément de choses dans l'astrologie, ouais, mais disons que l'alignement comme ça qu'il y a entre les signes du zodiaque et les planètes et la Terre, c'est une des fonctions qui est importante ici, de notre lignée. Maintenant comme ça. Et l'ordre, il peut paraître un peu surprenant, hein, et parce que si on regardait, mais c'est un détail, moi je vous dis comme ça sur un pied, mais si on regarde tout à l'heure, quand je vous avais montré comme ça les différentes ellipses avec le Soleil au milieu, ben ce qui était le plus proche du Soleil, c'était, alors je vais peut-être vous donner les noms comme ça aussi en français, hein, ce qui s'appelle Kochav, c'est Mercure. Alors des fois c'est un peu trompeur, parce que des fois il s'appelle Chama aussi, comme il est près du Soleil, il s'appelle des fois Kochav Chama.
Alors, ce qu'on appelle Kochav Chama, c'est pas le soleil qui s'appelle Chama. Souvent, c'est pour parler de Kochav, c'est-à-dire de Mercure. C'est-à-dire okay. Donc, il s'appelle Kochav ici. Ouais. Yareach, la Levana, évidemment, on comprend. Ouais. C'est la Lune. Au-dessus, on a dit, on a Kochav, Kochav c'est Mercure. Noga, c'est Vénus. Chama, c'est le soleil. Maadim, c'est Mars. Tzedek, c'est Jupiter. Et Sheptai, c'est Saturne. C'est-à-dire, ça, c'est les astres qui sont importants, qui sont rapportés dans Chazal. Ouais, on les retrouve chez les Chachamim. Ok. Maintenant, alors, comme je vous disais, alors Kochav est plus proche du Soleil que Noga, Mercure est plus proche du Soleil que Vénus. Ouais. Et quand on prend la Terre au milieu, normalement, il y aurait toutes sortes de raisons de penser qu'on mettrait Vénus avant Mercure. Ouais. Parce que Vénus, il s'approche de la Terre beaucoup plus que Mercure, mais il est très très excentrique, il s'éloigne aussi énormément, il va même dépasser, des fois il va plus loin que le Soleil, ouais. Il va jusqu'à 250 millions de kilomètres alors que le Soleil il est à 150 millions. Bref, mais tout ça c'est des détails, je ne vais pas rajouter de... Ouais. Prenez cet ordre-là, même si en réalité il y a quelques irrégularités, mais qui sont expliquées au niveau scientifique, ouais, et qui sont explicables même au niveau scientifique. Ouais. Et le fait que Kochav il est avant Noga par exemple, ou le fait que Mars, ouais, il est après Chama, alors que il est plus proche du Soleil, ouais, Mars, plus proche de nous que le Soleil. Malgré tout, ouais, l'autre cercle Tragesh, c'est cette chose-là ici. C'est les 7 planètes de base. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ces planètes? Et c'est ça qui est important ici. Alors, pour comprendre le Inyan, prenez ce qu'il y a page 2. Alors, j'ai pas mal cherché pour avoir une photo comme ça. Hein, et parce qu'elle est très 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 claire cette photo. Okay, enfin, c'est ce dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, regardez. Je vais essayer de vous expliquer ça, hein, en prenant le soleil au centre. Il y a dans le ciel énormément d'étoiles. Quand on parle des signes du zodiaque, hein, il ne s'agit pas de toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel. Il s'agit uniquement des étoiles qui sont dans le plan écliptique. C'est-à-dire dans le plan, hein, si je prends maintenant le soleil qui est ici, et la Terre qui tourne autour du soleil, hein, bah ça définit, c'est une ellipse qui définit un plan. Hein. Bah si je continue ce plan, bah, au fond, dans le rakia, il y a des étoiles qui sont sur ce plan-là, il y a des étoiles qui sont au-dessus, des étoiles qui sont en dessous, il y en a partout. Ouais. Mais disons que un peu au-dessus, un peu en dessous, comme ça il y a une espèce de longue tabaat comme ça, hein, mais qui est sur le plan d'écliptique, et c'est là-bas qu'il y a les signes du zodiaque. C'est-à-dire quand on parle du zodiaque finalement, il s'agit uniquement des étoiles, hein, qui sont derrière la trajectoire du soleil par rapport à la Terre. Vous êtes avec moi? Hein. Alors on peut parler de la trajectoire, vu à nos yeux, cette trajectoire du soleil par rapport à la Terre, hein. Alors que là, je vais vous parler de la Terre qui tourne autour du Soleil, mais évidemment, ouais, les deux ils vont ensemble. En d'autres termes, quand on dit, si vous regardez par exemple ce dessin, ouais, alors vous avez ici un dessin d'une ellipse. Alors c'est ce que vous avez au centre, vous avez le Soleil, ouais, vous avez la Terre qui est en train de tourner autour du Soleil. Alors c'est vrai qu'on est minime que la Terre, comme on a dit tout à l'heure, elle ne tourne pas, ouais, ni autour du Soleil, ni même sur elle-même. On va voir ce que dit le Rambam là-dessus. Même si c'est dur au niveau scientifique de dire ça, il y a des réponses à ça. Mais malgré tout, pour expliquer les signes du zodiaque, c'est plus simple d'expliquer ça comme ça. Ouais. Les deux sont explicables. Alors ici, ouais, ce que vous voyez, cette ellipse ici, ben finalement c'est la trajectoire de la Terre en un an autour du Soleil. Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les étoiles? C'est pas que les étoiles, quand on dit par exemple, est-ce que quelqu'un a une idée, dans ce dessin, ouais, du signe du zodiaque? Je veux dire maintenant, dans ce dessin, hein, dans le dessin que vous avez sous les yeux, ben, il y a, on est à une certaine période, il y a un certain signe du zodiaque. Vous savez de quel signe il s'agit? Parce que vous les avez tous ici dans le ciel, d'accord? Alors c'est lequel qui va être considéré comme le signe du zodiaque qu'il y a à ce moment-là? Hein? Bon, il y a un petit indice, il y a marqué Terre le 21 mars. Ouais. Mais alors regardez, ben, tout simplement, si vous tirez un trait entre la Terre et le Soleil, ouais, tac, vous allez tomber dans le Poisson, vous voyez, de l'autre côté. Ben, ça veut dire qu'ici,
à cette période-là, le signe du zodiaque, c'est le poisson. C'est-à-dire on est en Hadar. C'est ça quand on dit qu'on est né poisson, on est né bélier, etc. La Terre va continuer un petit peu. On va aller directement comme ça, on sera bélier. Ce sera en Nissan. Ce sera maintenant. Vous comprenez? Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors quoi? Maintenant, pendant tout le mois comme ça, on sera dans le bélier. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, absolument. Parce que la Terre, même si... Ok, prenons la Terre qui tourne sur elle-même, ce modèle-là. Même si elle tourne sur elle-même, je veux dire, l'alignement entre la Terre, le Soleil et les astres, il ne va pas changer pour autant. Ce qu'on va voir dans le ciel, ce sera différent. Et à Gav, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est que quand la Terre elle va tourner sur elle-même, comme je vous dis, le Soleil et les astres par rapport à la Terre restera le même. Elle va un tout petit peu bouger sur son ellipse, mais un tout petit peu. Donc finalement, il faut que vous compreniez un petit point. Et ça, j'essaie de le faire rentrer dans le dessin qui est tout en bas, sur la page 3. Et c'est vrai, quand on parle on a tellement l'habitude, on a appris à l'école toutes sortes de trucs comme ça avec un système héliocentrique. Et on a du mal à revenir à quelque chose comme ça qui est basé sur la Terre avec les astres qui bougent autour et tout. C'est assez difficile. Malgré tout, je vous ai apporté un dessin en bas ici. Mais je reviens à mon dessin ici. Je veux que vous compreniez un petit point comme ça qui est extrêmement important. Pendant la journée, à l'est, comme ça, vous avez le soleil qui se lève. Le soleil, il se lève. Maintenant, on est dans le bélier. Ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire maintenant, je suis en train de regarder vers le soleil, quand il se lève, ce qu'il y a derrière, c'est le bélier. Seulement, je ne le vois pas, parce que quand il se lève, je ne vais pas le voir, le soleil m'éblouit. Mais si je pouvais voir les étoiles qu'il y a derrière, ça serait les étoiles du bélier que je verrais. Quand le soleil, maintenant, il va monter, le soleil il se lève à l'est, tac, il va vers le sud et puis il se couche vers l'ouest. C'est ce qu'il fait tous les jours. Quand on est dans l'hémisphère nord, c'est comme ça que ça marche. Alors, venons expliquons comme ça. Tout ce qu'il y a derrière aussi, pourquoi il monte le soleil, etc. Alors, si je parle de la Terre qui tourne sur elle-même, la Terre elle tourne sur elle-même et donc ça va donner un effet de soleil qui monte. En réalité, non, parce que le soleil monte réellement. Expliquons ça comme ça. Quand tout veut finalement, la Terre elle tourne, donc je vais voir comme ça le soleil qui monte, qui va vers le sud et qui redescend. Mais ce n'est pas uniquement le soleil, c'est le soleil avec tous les astres qui sont derrière. C'est-à-dire que pendant tout le mois de Nissan, quand il va y avoir la zricha du soleil, le soleil comme ça qui se lève, le soleil il se lève, et avec aussi les étoiles qui sont derrière, et les étoiles qui sont derrière, il y a aussi la zricha. Elles vont accompagner, c'est-à-dire que le bélier il accompagne, pendant le mois de Nissan, le soleil, il va monter, il va redescendre. Et donc je ne le vois jamais en réalité. Parce que, si vous comprenez bien, là maintenant, disons qu'on est en Hadar, parce que dans ce dessin c'est plus simple. Vous voyez comme ça ici, le poisson. Quand on va se lever, on va voir comme ça tous les astres. Le soleil avec le poisson. Il va se lever, et puis comme ça, il va aller comme ça vers le sud, et puis se coucher vers l'ouest, et tout va tourner. Tout va tourner. Et donc finalement, poisson, bélier, taureau, gémeaux, cancer, tout ce qu'il y a ici, ils vont tous tourner, mais ça sera dans la journée, il y a le soleil qui m'éblouit, je ne les vois pas. Et quand est-ce que je vais commencer à avoir des étoiles? Je vais commencer à avoir des étoiles uniquement la nuit. Et quand la nuit va commencer, je vais voir comme ça finalement tous les autres signes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le signe dans lequel je me trouve que je vois la nuit, au contraire. Au début de la nuit, je vois le signe opposé. Donc ce que je vois dans le ciel, et puis quand on dit le signe du zodiaque de maintenant, c'est des choses qui sont complètement opposées, au contraire. C'est-à-dire, parce que le signe du zodiaque, encore une fois, c'est ce qui accompagne le soleil, mais quand il y a le soleil, moi je ne vois pas les signes zodiaques. Quand c'est que je vois les signes zodiaques, ce que je vois, c'est quand le soleil s'est couché, mais quand le soleil s'est couché, le signe du zodiaque, lui, il s'est couché avec lui, et donc ce que je vais voir, c'est tous ceux qui sont après. C'est-à-dire, c'est un qu'on ait comme ça, une petite compréhension du truc. Top. Je suis content comme ça. On est un petit peu avancé. Maintenant, il faut comprendre un autre point. C'est qu'en réalité, quand on voit comme ça, tous ces, le taureau, le bélier, etc., c'est des formes. Il faut pas mal d'imagination pour voir un bélier, un taureau, un truc. C'est des formes qui sont composées d'étoiles. Mais les étoiles, en réalité, elles ne sont pas du tout sur le même plan. Il y en a une qui peut être à 4 ou 5 années-lumière. Il y en a une qui peut être à 150 années-lumière. Il y en a une qui peut être à 1 milliard d'années-lumière derrière. Si on peut avoir dans la même constellation du zodiaque un dessin, mais finalement, ce qui est important, c'est que pour nous, on voit le firmament comme étant un plan. On ne voit pas ça comme ça, on ne voit pas la profondeur. Par conséquent, on a des dessins, mais c'est des dessins qui sont super imaginaires en réalité.
Mais malgré tout, ouais, ben ces choses-là, elles ont une influence. Donc on comprend que c'est quelque chose qui est shmémi, c'est le cas de le dire, ouais, mais qui n'a rien à voir avec une influence physique. La preuve que ça n'a rien à voir avec une influence physique, je vais vous dire pourquoi ça n'a rien à voir. Parce que vous savez que la lumière, elle vient à la vitesse de la lumière, d'accord? Ok. Maintenant, si on prend le soleil qui a 150 millions de kilomètres, la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde. Là, si on fait le calcul, il faut 8 minutes pour que la lumière du soleil elle arrive à nous. Ok. Mais après le soleil, l'étoile la plus proche, elle est à 4,2 années-lumière. C'est-à-dire que l'étoile la plus proche, hein, il faut, à la lumière, un photon maintenant qui va sortir de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, il faudra plus de 4 années pour arriver jusqu'à nous. Donc en réalité, si ça marchait d'après les lois de la physique, ben les influences, ouais, on pourrait attendre longtemps. Surtout pour les étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, ouais, ben faut attendre pour qu'il y ait une influence. Donc on comprend que ce n'est pas une influence physique, parce qu'au niveau de la physique, à 300 000 km par seconde, ouais, c'est comme si on allait à pied, comme ça. Et c'est tellement loin qu'on comprend que c'est quelque chose de rouhani qui est miyadi, toutes ces influences, ouais, qui fonctionnent comme ça par le biais des... Ok. C'est important de comprendre ça. Et maintenant, regardez, je voudrais revenir à la page 4, et puis essayer de comprendre un peu plus. Je vais vous poser une question. Et vous savez, quand on apprend des choses, c'est super important après de faire de l'ordre dans les idées. Et puis, je vous ai lancé comme ça 3 types de moussagim. Vous allez me dire si vous avez de l'ordre pour le moment ou c'est de balagan. Alors, il y a les planètes et puis les étoiles. Ok, on a parlé maintenant des étoiles qui sont dans le zodiaque. Ok, on a compris c'est certaines étoiles bien précises, comme ceux qui sont dans le plan écliptique. Ok. Non, si je vous dis, vous savez, on parle dans Chazal de 7 reki'im. Il y a 7 cieux comme ça. Hein, ça rentre où dans ce truc-là? Et si je vous dis, on nous parle comme ça en Kabbalah, en Chassidut, de Atzilut Bria et Tira Asiya. Ouais. C'est le balagan, et ces 3 trucs, il y a un rapport entre ces choses-là, comment ça marche. Ouais. Alors, je vais prendre maintenant 10 minutes pour faire de l'ordre dans les idées et essayer de comprendre un peu ces choses-là, comment elles s'imbriquent. C'est-à-dire? Alors, regardez. Alors, pour ça, Baruch Hashem, on a le Rambam. Ce que je vous ai dessiné ici, ouais, et c'est... Alors, on revoit comme ça, on a la terre. C'est ce que nous dit le Rambam dans Ilchot Yesod Torah Perek Gimel. Ouais. Donc, on revient maintenant au Rambam. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a la terre qui est au centre. Autour de la terre, on a Maim, Ruach et Esh. C'est-à-dire, Maim, Ruach et Esh, c'est des éléments. C'est quelque chose a priori qui est Rouhani. Quoique Maim, on peut penser que c'est les océans. Ruach, on peut penser que c'est l'atmosphère ou bien même le vide qui est après. Ouais. Esh, c'est déjà un peu plus dur, d'autant que Esh, c'est pas le soleil, parce que ce Esh dont on parle, il s'arrête quand on arrive à la lune. Ok? Donc, pour le moment, ok, c'est quelque chose d'un peu rouhani. De toute façon, c'est pas parti encore des Galgalim. Parce qu'autour de ça, maintenant, nous dit le Rambam, il compte maintenant 9 Galgalim. C'est-à-dire 9, comment on dit Galgal? 9 roues, on peut dire. C'est ça? Le premier ici, il dit, c'est Galgal Yareach, après Kochav, c'est-à-dire Mercure, Noga, Vénus, tout ce dont on a parlé. Chama, le soleil, vous voyez, je les ai numérotés de 1 à 7, on en a parlé juste avant. 5, Mars, 6, Tzedek, c'est Jupiter. 7, Shabtai, c'est Saturne. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Il dit après, on a un 8e Galgal, Galgal Bokola Kochavim Shenerim Barakia. C'est une ceinture dans laquelle il y a toutes les étoiles. C'est-à-dire, on comprend, on vient de les voir, Nachon. C'est-à-dire que, ici, je vous ai montré en réalité la Terre et le Soleil uniquement, et puis après les étoiles. Ouais. Mais j'ai trouvé quand même un petit dessin dans lequel, si vous regardez comme ça, page 3, alors c'est pas très clair dans le dessin, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est une des choses les plus complètes que j'ai pu trouver. Alors c'est vrai que c'est héliocentrique, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a le Soleil au milieu, il y a après toutes les planètes, et puis à l'extérieur, évidemment c'est pas à l'échelle, il y a les signes du zodiaque, c'est-à-dire toutes ces étoiles-là qui sont sur le plan de l'écliptique. C'est-à-dire, vous voyez ce truc-là? Nachon? Maintenant, quand je transcris ça à la Shita Trazal, où c'est la Terre qui est au centre, alors ça sort ce que nous dit ici le Rambam, c'est-à-dire, on a dit donc la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars et Jupiter, Saturne.
la huitième, la huitième tabaat dont on parle, le Rambam, eh ben, c'est les étoiles. Ouais. Et le neuvième, c'est quoi? Alors ça, c'est Galgal Mazalot. Et là, on se dit, Dominique, il y a un truc que je n'ai pas compris. Quoi, Galgal Mazalot, c'est pas le huitième? Hein, le huitième, par contre, c'est toutes les étoiles dont on a parlé. Et en plus, on a parlé spécifiquement des étoiles du zodiaque. Donc c'est ça, les a priori des Mazalot, hein? Vous êtes d'accord? A priori. Ouais. Et là, je vous dis, non, le huitième, c'est les étoiles. Et ce qui s'appelle le Galgal Mazalot, c'est le neuvième. Ok. Alors sachez, que vous mettez les Grecs qui disent que le huitième, c'est ça, Galgal Mazalot. Où il y a les étoiles, c'est Galgal Mazalot. Malgré tout, si vous regardez comme ça, vous étudiez le Rambam, et Bémet, souvent on étudie comme ça, ouais, on ne fait pas attention, mais le Rambam il nous dit ce que j'ai écrit ici, hein, et en réalité on peut comprendre, hein, c'est-à-dire, le Rambam il voit les choses un petit peu autrement. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Le Rambam il parle d'ailleurs, ce que je vais vous dire maintenant, le pirouche, vous savez, il y a un pirouche sur sur l'Ilchot Kiddush HaChodesh et sur l'Ilchot Yesod Torah. Hein. Il y a un pirouche qui s'appelle le pirouche, on ne sait pas de qui il est, et dans tout Mishneh Torah comme ça classique. Et le pirouche, il dit ce que je vais vous dire maintenant, c'est que bon, le Rambam ici, il est un petit peu différent des Grecs, que les Grecs ils appellent le huitième Galgal, le Galgal Mazalot. Le Rambam, il pense un peu différemment. Ouais. C'est pas tellement différent, mais je voudrais juste comme ça que vous compreniez d'où ça sort. Quand on sort de la Anacha que un reste dans la Momadet, que la terre elle est fixe. Quand on dit qu'elle est fixe, chez Chazal, c'est pas uniquement qu'elle est fixe, qu'elle tourne pas autour du soleil, hein, même autour d'elle-même elle tourne pas. Alors comment on fait pour ne pas faire tourner la terre autour d'elle-même, hein, alors qu'on voit bien que tout tourne, hein? Ben, au lieu de dire que c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même, on peut dire que c'est tout l'univers finalement qui tourne en 24 heures. C'est-à-dire, c'est ça dont parle le Rambam, c'est-à-dire, le Rambam il parle des 7 Galgalim avec les étoiles et puis la lune et le soleil dont on a parlé. Okay. Après, il y a les étoiles, ouais, les étoiles dont on a parlé. Mais malgré tout, ce qui s'appelle le Galgal, ce qu'il appelle lui le Galgal Mazalot, c'est pas ces étoiles, parce que si maintenant il y avait que ça, puis tout était fixe, ouais, il n'y aurait pas de signe du zodiaque. Je veux dire, si tout est fixe, on serait tout le temps en train de voir les mêmes choses. Ouais. Alors, si on ne prend pas la Terre qui tourne sur elle-même, ouais, mais c'est que le reste qui tourne dans l'autre sens. Ouais, quand on est dans le bus, des fois il y a des voitures qui avancent et puis on a l'impression qu'on va en arrière ou quoi. Ouais, bon, c'est la même chose finalement. Maintenant, on ne va pas ouvrir comme ça un Inyan qui sait qui a raison, etc. Ouais, Copernic et machin, parce que de toute façon, le bottom line, même au niveau de la physique, et Einstein a démontré que la science, elle ne peut pas fixer qui est celui qui a raison. C'est pas qu'il dit pas qu'il y a et c'est pas qu'il dit qu'il n'y a pas de vérité. Hein. Il y a une vérité absolue, pour nous évidemment, c'est celle de la Torah. Mais scientifiquement, avec toutes les couchiottes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couchiottes à expliquer, comme explique le Rambam, hein, dire que la Terre est fixe. Et alors les étoiles qui sont très très loin vont faire un tour en 24 heures, ça fait plus que la vitesse de la lumière. Il y a beaucoup de couchiottes comme ça, ouais, auxquelles il y a des réponses, même au niveau scientifique. Mais toujours est-il, alors là c'est pas le moment maintenant de rentrer dans les couchiottes, mais ce que le Rambam appelle le Galgal Mazalot, ben c'est un Galgal qui remplacerait finalement le mouvement de la Terre sur elle-même, hein, et qui ferait tourner tout l'univers, y compris toutes les étoiles, en 24 heures. Vous comprenez? Donc en réalité, c'est pas tellement, on s'en moque un peu. Pour nous, le Galgal Mazalot, c'était le Galgal dans lequel il y avait les étoiles. Ouais. Le Rambam, il n'appelle pas le Galgal Mazalot les étoiles elles-mêmes, mais le Galgal qui est derrière, qui fait tout tourner. C'est-à-dire, des hommes chez Kolkar, mais bon, au moins comme ça, que des... Ok. Et on est arrivé comme ça, au 9e Galgal. Je voudrais maintenant un petit peu qu'on ait une idée de dimension. Parce que je pense que dans cette étude, c'est extrêmement important. Parce que là, jusqu'à maintenant, sans ce que je vais vous dire dans les 5 minutes qui viennent, je crois qu'on a raté quelque chose de vraiment, vraiment important. Ouais. Et ce que je vais vous dire, ça donne à réfléchir et ça nous aide à être petits, disons comme ça. Alors regardez, on a la Terre, ok. Maintenant on va parler de distance un petit peu. Alors on a le premier Galgal, hein, Galgal derrière, la Lune, elle est à 400 000 km. C'est vrai 400 000 km, on a dit que la lumière fait 300 000 km par seconde, ok, en une seconde entière à peu près, tac.
on arrive à la Lune à la vitesse de la lumière. Ouais, c'est un bolide de la lumière, mais malgré tout. Le Soleil, il est 400 fois plus éloigné que la Lune. On a la Lune, 400 000 km. Le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Ouais, ça fait une distance quand même. Ok. Après, on a parlé de toutes les planètes. Prenons la dernière, Saturne. Saturne, elle est à 1,5 milliard de kilomètres en moyenne. C'est-à-dire 10 fois plus éloignée que le Soleil. Alors déjà, comme ça, on avait la Lune. Déjà, elle n'est pas si proche que ça, la Lune. Alors maintenant, on multiplie par 400, on a cette distance-là, on a la distance du Soleil. Cette distance-là, maintenant, on multiplie par 10. On arrive à Saturne, qui est donc la fin des planètes en ce qui nous concerne. Et la prochaine étoile qui est après, parce que pour le moment, on n'a pas parlé d'étoile, vraiment, en dehors du Soleil, qui est un peu spécial. Mais maintenant, on a dit que l'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure. On a dit qu'elle était à 4,2 années-lumière. Mais ça fait quoi? Ça fait 26 000 fois plus loin que Saturne. C'est-à-dire que si Saturne, on a le Soleil, il est 10 fois plus éloigné de nous que le Soleil, on prend cette distance-là de nous à Saturne, qui est 10 fois la distance du Soleil, on multiplie par 26 000, on a l'étoile la plus proche. L'étoile la plus proche, qui a 4,2 années-lumière. Alors, imaginez maintenant que l'univers, le rayon de l'univers, d'après la science, c'est 12 milliards d'années-lumière. Là, on parle de 4,2. C'est-à-dire que l'étoile la plus éloignée, elle est 3 milliards de fois plus loin que l'étoile la plus proche. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée, mais je fais un petit calcul comme ça. Je fais un petit calcul. Si je prends le Soleil, maintenant, je le mets à 1 millimètre de nous. Si je veux faire un dessin, par exemple, je vais faire tout à l'échelle. Alors, je fais la Terre comme ça, et à 1 millimètre de la Terre, je mets le Soleil. L'étoile la plus éloignée, vous savez à quelle distance elle sera? Elle sera à 1 milliard de kilomètres. C'est-à-dire que si ce 150 millions de kilomètres, c'est la distance du Soleil à la Terre, je divise par 150 millions, ça fait 1 kilomètre, et ça je divise encore par 1 million, ça fait 1 millimètre. Donc les 150 millions de kilomètres, je les ai super réduits, 150 millions fois 1 million de fois. L'étoile la plus éloignée, elle est encore 1 milliard de fois plus loin que ça. Donc c'est un truc de cinglé en réalité. Bémet, on n'a pas d'idée, même avec ces mots-là. J'ai essayé hier, aujourd'hui, comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple pour donner une idée de ces distances qui sont complètement folles, quoi. Mais bon, c'est plus ou moins comme ça. Je me suis dit, avec 1 millimètre, comme ça, on arrive à 1 milliard 1 milliard de kilomètres, pas 1 milliard de fois plus. 1 milliard de kilomètres. 1 milliard de kilomètres, attention. Pas 1 milliard de fois plus. C'est beaucoup plus de fois plus. C'est 10 puissance 15 fois plus que le Soleil. Mais disons que le millimètre, à l'échelle, si je devais mettre l'étoile la plus éloignée, elle serait à 150 millions de kilomètres. Pardon. 1 million de kilomètres. 1 milliard de kilomètres. Pardon. Donc un truc vraiment dingue. Et c'est qu'on a une idée. Et tout ça, nous explique Razal dans Masrat Chagiga. On est arrivé uniquement jusqu'au 2e raké. Et pour ça, je voudrais rajouter, on parle de 7 rekim, on a dit, alors c'est quoi ces 7 rekim? Et il y a une sugia, j'ai dû vous en parler comme ça, voilà, j'ai rapporté ça dans les Harot, à la page d'après. Et si vous voyez la Hara 2, la note numéro 2, alors, comme ça, je vous ai dit que dans Masret Chagiga, il y a une marquette entre Rav Yehuda et Resh Lakish. Je n'ai pas marqué où c'était dans Masret Chagiga. C'est page 5 là maintenant. Maintenant, on est page 5, à la note numéro 2. Je vous ai marqué dans Masret Chagiga, je n'ai pas écrit où, c'est dans la Fiud Bet Amoud Bet. Dans page 12b. Et là-bas, il y a une marquette entre Rav Yehuda, les Chachamim, et Resh Lakish. Et ils ont une marquette, combien de rekim? C'est intéressant. Rav Yehuda, il dit, il y en a 2. Alors comment il arrive au fait qu'il y en a 2? Parce qu'il y a marqué dans Parashat Ekev, En l'Hashem lokecha shamaim u'shmei shamaim. Akadosh Baruch Hu, il a shamaim ve'shmei shamaim. Il a les shamaim, il y a ce qu'il y a au-dessus des shamaim. Un rez v'chol ha'sharba. C'est un passage dans Parashat Ekev. Akadosh Baruch Hu, il a shamaim u'shmei shamaim. Un rez v'chol ha'sharba. Donc il y a 2 rekim. Il y a les shamaim, il y a les shmei shamaim. Ce qui est shamaim ou shamaim.
Ok. Et Resh Lakish, il dit non, il y en a 7. Alors, il a une massorette comme ça. Il apporte les noms des 7. Vilon, Rakia, Shrakim, Zvul, Maon, Machon, Aravot. Hein, c'est les noms des 7. Et il a une preuve comme ça que le deuxième Rakia s'appelle Rakia. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a fait les astres, il y a marqué Vaïten Otam Elokim Birkia Shamaim. Hein, donc il y a un firmament qui a le nom spécifique de Rakia. Ce qu'expliquent les Mefarshim, en particulier le pirouche dont je vous ai parlé sur les Chot Yesod Torah du Rambam, il dit il n'y a pas de marloquette en réalité. Hein. Alors si vous revenez comme ça à la page 4, qui est la page de base ici, il nous dit Rav Yehuda il parle uniquement de tout ce qui est Gashmi, et Resh Lakish il parle aussi des Rekim qui sont Rouchanim. Alors là c'est intéressant parce qu'on commence à voir, ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude de... Pour nous on a deux trucs qui sont complètement indépendants, on a la Gashmiut, la Rouchaniut. Puis d'un coup, il y a une sougya qui te met un peu dans les idées et qui te parle du gvoul comme ça entre les deux. Alors, d'après ce que nous dit le Pirouche, il n'y a pas de marloquette entre Rav Yehuda et Resh Lakish. Rav Yehuda qui nous dit qu'il y a 2 Reki'im, il nous parle du premier Rakiya qui arrive jusqu'à, depuis, ouais, ce qu'on appelle Goufa Esh. On pourrait dire comme ça, au-dessus de la terre. Où est-ce qu'il commence? Il commence quelque part, mais il se finit au niveau de la lune. Ça, c'est le premier Rakiya. Et depuis la Lune jusqu'à la fin des étoiles, c'est-à-dire 12 milliards d'années-lumière dont on a parlé, mais un truc qui est dingue, c'est tout l'univers, avec toutes les dimensions dont on a parlé. Ça, c'est le deuxième Rakiya. Et au-dessus de ça, vous voyez, je fais une ligne en pointillé, et puis je vous dis comme ça, hein, il y a au-dessus Chamisha Rekiim, et Shrakim, Zvul, Maon, Machon, Aravot. Le Rambam aussi, il rapporte ça. Et donc finalement, on a les 2 dettes et puis il n'y a pas de marloquette. Et donc au-dessus des pointillés, c'est déjà de la rouchaniout. C'est-à-dire? Ok. Alors déjà maintenant, on a mis un peu d'ordre, les planètes et les étoiles. On a mis les Rekiim aussi, les 7 Rekiim, on a compris. Les 2 d'en bas, c'est tout l'univers physique. Et puis il y en a encore 5 qui sont dessus. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'on apprend en Chassidut comme ça, Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya, hein? Comment ça marche? Alors, ouais, dans tout ça. Alors comme ça, je vais vous dire, ouais, là c'est déjà un tout petit peu plus complexe, mais disons que tout ce qu'on voit ici, c'est ce qui s'appelle la Asiya Gashmit, c'est-à-dire c'est encore plus bas que la Asiya, ouais, que le monde de la Asiya dont on parle en Chassidut, mais je voudrais quand même rajouter des petits détails, je ne vais pas lancer ça comme ça uniquement, et... Comme ça, c'est bien parce que ça fait vraiment de l'ordre des idées. Comme ça, il n'y a pas 3 domaines. Le domaine des planètes et des étoiles, le domaine des Rekim qu'on trouve dans la Gemara, puis le domaine qu'on voit dans la Chassidut, de Tzimbriya et Tzirasiya. C'est déjà un peu plus riche. Alors comme ça. Dans les mondes de Rouchanim, il y a la Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ok, on a compris. Les 7 Rekim dont on a parlé, c'est même quand on a parlé des 5 Rekim qui en sont au-dessus, hein, c'est dans la Asiya que ça se passe. C'est-à-dire que quand on parle, ouais, du monde de la Yetzira, c'est au-dessus de cette 7 Rekim. C'est pas que c'est 7 Rekim, c'est depuis la Hatzilut ou quoi que ce soit. Quand on parle, ouais, c'est-à-dire que même dans la Rouchaniout, hein, quand on parle des 7 Rekim, ouais, il y a les 5 du dessus qui sont Rouchanim, tout ça c'est 7 Rekim, ça a rapport avec la Asiya. C'est bien? Ok. Maintenant il y a quelque chose qui est important. Regardez, je vais vous dire quelque chose qu'on trouve dans la Chassidut. C'est quelque chose qu'on trouve dans la Chassidut. Et on va voir comment rattacher tout ça. Dans la Chassidut, on nous dit que du monde de la Asiya, il y a des orot, des hashpaot, c'est-à-dire des influences, qui vont arriver jusqu'au Ophanim. Vous savez qu'il y a toutes sortes d'anges. Hein? Il y a les anges qui sont dans la Asiya, ça s'appelle les Ophanim. Les anges qui sont dans la Yetzira, ça s'appelle les Chayot HaKodesh. Les anges qui sont dans la Bria, ça s'appelle les Srafim. Hein? On les voit dans la Tfila, dans le Yotzer de Shabbat. C'est-à-dire, alors, ces anges-là, ouais, qui sont dans la Asiya, ben, du monde de la Asiya, il y a une influence qui va arriver jusqu'à ces anges. Et ça s'appelle les Shimrei Ophanim. On pourrait dire que c'est les excréments de ces anges-là. C'est souvent apporté dans la Chassidut, pour nous faire comprendre comme ça que bon, ben, c'est un petit peu dégoûtant quand même, toutes les tanogim qu'on a. Alors, il y a un truc qui arrive dans la Chassidut qui est un petit peu dégoûtant, mais c'est bien, ça nous fait du bien. Il dit, tu sais, tous les kefs que tu as dans la vie, là, ouais, les plaisirs qui descendent jusqu'ici. En réalité, ça vient des excréments des anges. Ouais. Parce que toutes les hashpaot, elles descendent jusqu'ici, mais quelque part, ça passe. Hein, parce que tous les plaisirs qu'on peut avoir, c'est de la Elokut. Hein.
même les choses qui sont interdites. Il peut avoir de plaisir uniquement quand on a d'Elokut. Ouais. Donc, alors ça vient de Atilut, Bria, Yetira, Asiya, ça passe par les anges. Les anges, ben, les Shimra Ophanim, c'est finalement des excréments des anges. Ouais. Ben, ça va descendre de là-bas, ça arrive jusqu'au Sarim. Alors, c'est quoi les Sarim quand on entend? Ouais, il y a aussi des Tosfot qui nous parlent, le Sar, des arbres, celui des montagnes, celui dans Perek Shira, etc. Ouais. C'est ce qui est en dessous de Ophanim. De ces Sarim, ouais. Alors il y a les Shivim Sarim par rapport aux Shivim Umot. Ouais. De ces Sarim, donc c'est des anges, comme ça, qui sont plus bas que les Ophanim. Ça arrive jusqu'au Mazalot. Des Mazalot, ça passe par les planètes, et les planètes, ça arrive jusqu'à la Terre. Ouais. C'est comme ça que les influences descendent. Ouais. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Chassidut, et puis comme ça, on a fait comme ça un peu un rapport entre les deux. Mais malgré tout, alors, il y a quand même quelque chose qui est important. Quelque chose qui est important. C'est quand on étudie les L'Ilchot Yesodei Torah du Rambam. Alors vous savez que le Rambam, toujours dans le même Perek Gimel, ça vaut le coup, Bémet, je vous conseille de passer sur le Perek Gimel parce qu'il est riche dans tout ce Inyan-là. Il nous dit, vous savez que les Kochavim et tout, ils ont un nefesh. Ouais. Et leur nefesh, et leur réflexion, et leur conscience sont beaucoup plus développés que les nôtres. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que finalement il y a eu de la Odazara. On peut se dire, waouh, quoi, alors quoi, ils pensent Neptune, Saturne et tous les amis. Alors ok, il y en a, on a déclassé, mais ceux qu'on n'a pas déclassés, Mars et tout, quoi, ils pensent tout cela. On va avoir peur quand on se balade la nuit comme ça, d'avoir ces trucs-là au-dessus de la tête. Ouais. Et ben, le Rambam et la Chassidut dit que c'est un rapport. Quand on parle de ces influences, ben, on parle, c'est vrai qu'il y a le gouffre, le minéral, ouais. Mais dans ce minéral, il y a aussi une espèce d'âme. Alors ils n'ont pas de libre arbitre. Ouais. Ça c'est expliqué dans la Chassidut, le libre arbitre est donné aux hommes d'Afka. Ouais. Ils n'ont pas de libre arbitre. Mais quand on parle du fait qu'ils sont mishtachavim et qu'ils font le ratson, tout d'un coup on relit la tfila. Ouais. La tfila, elle parle énormément de toutes ces choses-là. Ouais. Et ben, quand on lit la tfila, tout d'un coup on se dit, ouais, on commence à comprendre un peu plus les choses, quoi. Là, ce que font les trucs, Meshaprim, Takadosh Baruch Hu, c'est pas juste des images. C'est d'après la Chassidut, il y a vraiment quelque chose. C'est de la même façon qu'il y a des anges qui n'ont pas de Prachofshit. Hein. Ben, tous ces astres-là, alors on ne parle pas maintenant du minéral, mais je passe de l'âme de ces choses-là. Il y a aussi une âme dans ces choses-là. Ben, c'est des créatures qui ont une âme, qui ont une conscience, qui sont en bétélim complètement à Kadosh Baruch Hu, qui nous apprend ce que c'est que le bitul de Kadosh Baruch Hu. Ouais. Depuis des milliers d'années, ils font le même truc. Ils n'ont pas le choix, mais quand même, c'est beau, on a des trucs à apprendre. Hein. Et ils ont une conscience plus développée que la nôtre. Donc c'est assez important de comprendre ça. Et pourquoi maintenant je vous ai parlé de ça? Parce que dans le livre Etzraim, alors il explique que toutes ces planètes, ouais, et les étoiles, ben, ils sont en rapport avec le Yesod du Olam de la Asiya. Donc, je lance ça juste comme ça, pour qu'on comprenne que même ces Munachim, ouais, dont on nous parle comme ça, alors c'est peut-être le Yesod de la Malchut, quelque chose comme ça, il y a une prina. Mais je veux dire, tous ces Munachim qu'on trouve chez le Harizal et dans la Chassidut, etc., ouais, c'est en rapport avec la Rouchaniyut qu'il y a dans ces choses-là. Ok? Donc on peut comprendre qu'il y a des influences, et on peut comprendre aussi pourquoi ces influences, ce n'est pas des influences physiques. Ouais. Je dis, s'il s'agissait d'influence physique, quand on parle d'influence des astres, hein, ben, vu qu'ils sont très éloignés, ces astres-là, ça prendrait des années. Ouais. Approximativement des sondages, je vous dis, c'est à 4,2 années-lumière. Donc de toute façon, ça ne peut pas être ça. Il n'y a rien en physique qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ces influences de Rouchaniyut, on peut comprendre. Le Rambam, et c'est beau de voir que ce que dit le Rambam, qu'ils ont une conscience, et puis de comprendre que c'est un rapport avec la mode de Asiya, etc. Ouais. Bah, tout d'un coup, ça met un peu de l'ordre dans les idées. Hein. Il y a des choses qui sont rouchanim qui se cachent derrière toutes ces choses-là. Ok? Regardez. Et tout à l'heure, j'ai dit à Chandel, je lui ai demandé combien de temps ça allait durer. Elle m'a dit 1 heure. Je dis impossible, même sur un pied, moins de 2 heures. Birchoutrem, venez, on fixe qu'on finit à 11h30, mais ça ne me dérange pas, Bémet. Quand j'étais à la fac, une fois, il y a un marté qui nous saoulait, et puis il a dit, des types, ils partaient un par un comme ça. Puis à un moment, il a dit, bon, regardez ceux qui veulent partir, qui partent. Tout le monde s'est levé et est parti.
Alors bon, j'ai un peu peur maintenant, mais non, mais je pense que vous êtes un peu moins sauvage que nous quand on était jeunes. Alors le tard laisse. Non, non, Bémet, je sais qu'il est tard. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous partez, mais venez, on fixe comme ça pour se limiter. Hein. C'est une douzaine de minutes. Je voudrais parler de quelque chose qui est un peu pratique, d'Afka, parce que j'imagine qu'il y en a peut-être qui se disent, ouais, mais je suis pas venu pour faire d'astronomie, des machins, etc. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai rien appris finalement sur le Mazalot, sur ce qui me concerne. Et alors j'aimerais passer. Alors, sachez juste que ce dont je vous devais parler maintenant, hein, c'était finalement comment ça fonctionne un peu l'astrologie en général. L'astrologie en général, les éphémérides et toutes ces choses-là. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui prend en compte. Hein. Il y a un dessin, mais on n'aura pas le temps d'y arriver. Hein, que je vous ai fait à la fin un truc qui demandera un autre cours, si vous voulez, à l'occasion. Hein. Un dessin fait à la main, parce que je n'ai pas trouvé écrit vraiment comme il fallait. Page 12, avec toutes sortes d'influences dans toutes sortes de domaines de la vie. Hein. Mais en gros, l'astrologie de base, elle fonctionne comme ça. Hein. En fonction de l'endroit où quelqu'un est né et de l'heure à laquelle il est né. Alors déjà, quand on parle de l'heure, on va voir exactement ce qui est de l'endroit. Mais quand on prend le jour et l'heure à laquelle une personne est née, hein, et ben, à ce moment-là, vous comprenez que chacune de ces planètes, ouais, il y en a qui en quelques mois vont faire le tour du Soleil, et puis il y en a où ça va prendre des dizaines d'années. Ouais. Donc finalement, les tirophim, ouais, ils sont presque infinis, quoi, entre toutes les positions des planètes. Ouais. Quand on est maintenant, tac, si on arrêtait, comme les choses vont tout le temps après le début, il y a un truc où le début et la fin sont extrêmement importants dans beaucoup de choses. Hein. Le moment où la personne naît, si on pouvait arrêter de prendre une photo de tout ce qui se passe, mais pas besoin de prendre une photo parce qu'il y a des bouquins là-dessus. Ouais. Mais alors, il y a des bouquins qui nous diront toutes les planètes où elles se trouvent, ouais, par rapport au signe du zodiaque qu'il y a derrière. D'accord ? Alors, si on prend la Terre, on passe par Jupiter, je vous dis, on va tomber dans les poissons, puis on va passer par Mars, on va tomber dans les Gémeaux, puis... Ouais. Ben, ces choses-là, et puis c'est le début du Gémeaux, la fin, etc., ouais, c'est ces choses-là, finalement, qui, au niveau technique, ouais, vont influencer les caractères de la personne qui va naître à ce moment-là. Vous pouvez me dire, quoi? Alors, toutes les personnes qui naissent, ouais, au même moment, ils ont les mêmes caractères? Non. Parce qu'il y a une autre chose qui rentre en compte. Et là, je n'aurai pas le temps de voir ça, mais ce que je vous ai fait page 12, c'est que selon l'endroit sur la Terre où on se trouve, c'est-à-dire selon l'heure, hein, et les influences, elles seront dans un domaine ou dans l'autre. Il y a 12 domaines d'influence, il y a la parnassa, il y a les amis, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les racines, il y a les machins qui existent. Et selon l'heure qu'il est, mais ça, l'heure, elle dépend de l'endroit où on se trouve, ouais, ben ces influences-là, de tous ces astres-là, elles seront dans tel ou tel autre domaine. Vous comprenez ? Donc c'est complexe, c'est ça l'astrologie en gros. Ouais. Ça c'est l'astrologie classique, goy. Ouais. Alors ça on va sauter si vous voulez, même si c'est un truc en soi. Peut-être à l'occasion on pourra faire un cours là-dessus. Mais je voudrais vous parler, il nous reste un quart d'heure, de l'astrologie juive, de quelque chose de bien spécial. Et en plus ce qui est bien c'est que le Rabbi aussi il en parle, parce que l'astrologie comme ça classique, pas vraiment comme ça. Hein. Mais là c'est un truc. Quand on parle le jour du Yom Haledet Mazalo Gover, le Rabbi dit ça n'a rien à voir, mais il fallait vraiment être le Rabbi pour dire ça. Parce que c'est quoi Mazalo Gover, hein? C'est un truc qu'on dit chaque fois. D'accord? Je vous ai apporté une sikha du Rebbe. Et ça, je voudrais, oui, aborder avec vous. Page 10, où le Rabbi il explique ce que c'est comme Mazalo Gover. Hein? Rien à voir avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On pourrait maintenant commencer à zéro. Ok? Mais pour comprendre ce que dit le Rabbi ici, page 10, alors je vous ai fait un tableau, page 9. Que je vais voir avec vous, et avec ça on va comprendre énormément de choses. Hein, et c'est le dernier truc qu'on va voir ensemble maintenant. Regardez. Et ça c'est un truc facile. Il n'y a aucune géométrie, c'est un truc, aucune trigonométrie, aucune prise de tête, c'est un truc vraiment simple. Regardez. C'est quoi ce tableau que j'ai fait? Aga, vous voyez en haut à droite, j'ai fait un truc avec une diagonale. Hein, la diagonale je l'ai faite à l'envers, j'ai dû prendre l'autre diagonale, c'est-à-dire... Hein, il y a ici les heures. Vous voyez, hein, il y a des mots qui sont coupés. Vous êtes ici, page 9. Ouais. Alors, vous voyez, il y a des heures de 1 à 12 et encore à nouveau de 1 à 12. Alors, ce qui est coupé comme ça en haut, de 1 à 12, c'est Laïla, et après de 1 à 12, c'est Yom. C'est bien? Ok. Maintenant,
ce qui se passe ici, c'est que dans l'astrologie juive, c'est un truc qu'on ne trouve pas chez les Goïm, ben on parle de ce qui s'appelle Mazal Sha'a. Ouais. Et si on avait eu le temps, j'aurais étudié avec vous dans la Sugia qu'on a vue tout à l'heure avec Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan, etc., dans Shabbat Dafkuf Nun Vav, le demi-daf qui est avant, il nous parle de Mazal Yom et Mazal Sha'a. Alors vous pourrez voir, Ashtanza, il y a des trucs traduits en français aussi. Ouais. Vous pourrez voir, la Gemara nous dit, pour chaque jour, ouais, quand on est né dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi, ouais, ben, quels sont les caractères qui proviennent de ce jour, et aussi, et selon l'heure à laquelle on est né, ouais, et aussi quelles sont les influences. Et maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de Mazal Sha'a. C'est quoi, ouais. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit juste avant. Ce qu'on a dit juste avant, c'est l'astrologie classique. Non, c'est une astrologie juive, et j'ai vu comme ça dans le livre qu'on dit que les Goïms ne parlent pas de ça parce que ça ne marche pas pour eux. Ça, c'est un truc vraiment uniquement pour nous. Si ouais, vous voulez vérifier, je vous assure que c'est vraiment extraordinaire. Alors regardez. Vous voyez ici Yom Aleph. Quand je mets Yom Aleph, Sha'a 1 de la nuit, ça veut dire quoi? C'est Motzei Shabbat, la première heure. C'est-à-dire? Alors ça va de 1 à 12, c'est les 12 heures de la nuit, ouais, en moyenne. Et après, de 1 à 12, c'est 12 heures de la journée. C'est-à-dire de 6 à 6 heures à 7 heures du matin, en gros, jusqu'au soir, de 5 heures à 6 heures du soir. Ça, c'est les 12 heures. Ok? Chaque heure, ben, il y a une autre des 7 planètes ou astres, des 7 planètes. Tout à l'heure, vous vous rappelez quand je vous ai dit Shatsam, Khankal? Je vous ai dit de retenir. Alors regardez le mercredi, tout en haut, de la première à la 7e heure. Vous voyez le Shatsam Khankal, ouais, exactement dans l'ordre qu'on a vu tout à l'heure dans le Rambam, depuis le 7e Rakia jusqu'au 1er. Pourquoi c'est le mercredi? Vous savez pourquoi? Parce que le mercredi, il a créé les astres. Au début du mercredi. Première heure, Shabtai. Deuxième heure, il a dit c'est Tzedek qui va avoir de l'influence. Troisième heure, Maadim. Tac, tac, tac. Ouais. Et depuis la création du monde et la création des astres, le premier mercredi à la première heure c'est-à-dire 6 heures du soir, hein, c'est ça qu'il s'agit, ouais, commence le jour. Chacun de ces 7-là, il a une influence. Ils vont un tour de rôle comme ça. Alors combien de fois ça marche dans la semaine? Stam, pour voir si vous êtes un peu matheux. Combien de fois il y a ces 7 astres comme ça dans la semaine qui vont revenir sur? Regardez. Comme il y a 7 jours fois 24 heures, c'est comme 24 fois 7 heures. 7 fois 24, 24 fois 7, c'est la même chose. Donc il y a 24 fois ce truc-là. C'est-à-dire 24 fois dans la semaine. Alors si je commence Yom Aleph par exemple le matin, alors ça commence par Kochav. Ouais. Kochav, on dit c'était Mercure. Mercure, Lune, Saturne, Jupiter, Mars, Mais en réalité ça a commencé mercredi, donc je vous ai marqué. Ici il y a des cases, vous pouvez les remplir si vous avez rien à faire. Vous remplissez, ça se répète. Vous comprenez le truc, hein? Ça se répète dans le même ordre tout le temps. Ouais. Mais j'ai fait le mercredi parce que le mercredi ça sort exactement comme on a vu dans le Rambam, ouais, depuis le plus éloigné jusqu'au plus proche, comme jusqu'à Nevana. Et après, ben, si je remplissais la 8e case, je créerais Shabtai, Tzedek, et puis, etc. Ouais. Les noms c'est marrant parce que c'est quelque chose qui nous concerne nous. Et pourtant, les Goïm, ben, quand ils ont étudié ça, ça leur a plu. Et regardez comme c'est extraordinaire, ce qui va sortir au début du jour. Les Goïm, ils comptent à partir... Ouais, d'après à partir de Tratzot, c'est autre chose. Ouais. Mais donc c'est vrai que c'est pas une preuve. Mais regardez comment ça sort. Ouais. Et c'est pas un truc que j'ai marqué stam, c'est-à-dire si vous remplissez les cas, c'est ce qui va sortir. Regardez la première heure du jour, ouais. C'est-à-dire le truc qui est au milieu, que j'ai entouré. Ouais. Ben, ce qui va sortir, si vous remplissez tout, c'est que le dimanche, ben, c'est le soleil, Sunday. Le lundi, c'est la lune, lundi. Le mardi, ça commence par Maadim, Mars, donc mardi. Hein. Le mercredi, Mercure, donc de là, mercredi. Le jeudi, Jupiter, de là, jeudi. Le vendredi, Vénus, de là, vendredi. Et le samedi, Saturne, de là, samedi. C'est-à-dire que les noms qu'il y a, ouais, c'est vrai aussi en anglais, mais en français, c'est encore plus sympa. Hein, les noms des jours, ouais, je ne sais pas à quel point ils sont conscients de ça, les Français, mais c'est de là que ça sort. Hein, ça sort de Shatsam Khankal en fonction de quelle est l'influence au début du jour, le matin, à 6 heures du matin, hein, de chaque jour. Hein. À 6 heures du matin, vous pourrez savoir, d'après le jour, hein, quel jour on est maintenant. On est quoi?
On est mardi soir, hein? Donc mercredi matin, quand vous allez vous lever à 6h du matin, n'est-ce pas? Mercure, c'est ça. Et qu'est-ce qui va sortir? Alors regardez, vous voyez la première heure du Shabbat tout en haut? C'est quoi la première heure du Shabbat? C'est ce qu'on appelle la 7e heure, ce qu'on appelle la 7e heure chez nous. C'est quoi la 7e heure? Depuis Chatzot. Ce qu'on appelle la 7e heure, c'est la première heure de la nuit en moyenne. Quand on ne fait pas le kiddush, la 7e heure. Ouais. Vous connaissez ça? Alors, non? Comme ça, chez Chabad, non, c'est important de dire. Chez Chabad, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas tellement chez tout le monde. Hein? C'est qu'on ne fait pas le kiddush, ce qui s'appelle la 7e heure, c'est-à-dire 6 heures après Chatzot, de 6 heures après Chatzot de vendredi après-midi jusqu'à 7 heures après Chatzot de vendredi après-midi. C'est-à-dire en moyenne, c'est la première heure de la nuit. On ne fait pas le kiddush à ce moment-là. Hein? C'est pas Chabad qui a inventé ça. C'est déjà dans le Maharil, c'est dans le Magen Avram, c'est les élèves du Harizal, hein, qui parlent de ça aussi et qui ont donné ça comme ça à la Chassidoute. Pas mal de Chassidim ont pris ça. Il n'y a pas beaucoup de livres de Halakha qui rapportent ça. Le Magen Avram rapporte ça et le Admor Zaken, vraiment, il rapporte. Et il y a des Chassidim, mais chez les Chabad, c'est très questionné parce qu'il y a des Chassidim qui pensent que c'est en rapport avec la couleur rouge du vin, etc. Ça n'a rien à voir, hein, en tout cas chez Chabad. Et ça vient du fait que. Et le Midrash il nous dit que quand on rentre dans la Beth Knesset, le Shabbat, on est accompagné par 2 anges. Hein. Ces 2 anges-là, c'est rapporté dans les livres que c'est l'ange de Tzedek et l'ange de Maadim. L'ange de Tzedek, c'est l'ange de Jupiter. Et l'ange de Maadim, c'est l'ange de la planète Mars. Or, l'ange de Jupiter, il est considéré, ça dans Rabbeinu Bechai, dans beaucoup d'endroits, on peut voir qu'il y a des planètes qui sont considérées comme sympas, il y en a qui sont considérées comme vraiment pas. Hein. Alors, parmi les vraiment pas sympas, il y a Mars. Et l'ange de Mars, d'après le Midrash, c'est le Samermem, c'est Hachem Ishmor. Donc, si on est accompagné par les deux, hein, et que tout d'un coup on fait le kiddush, et ce kiddush comme ça, sous le signe de Mars, ça donnerait trop de tokef, hein, ça donnerait trop de force à l'ange de Maadim, hein, qui est le Samermem en réalité. Et donc, chez Chabad, on ne fait pas le kiddush à cette heure-là. Donc c'est quelque chose, c'est extraordinaire parce que ce truc-là, c'est pas quelque chose qui est inventé. Cette histoire de Mazal Yom, il est dans Masrat Shabbat, il est dans Masrat Shabbat Kouf Kaftet aussi, Masrat Brachot Daf Nun Tet. Ici, je vous ai apporté Rovin Daf Nun Vav. Il y a plusieurs endroits comme ça dans le chasse. On retrouve ce moussag, mais les gens souvent, ils se cassent pas trop la tête. Ouais. Je vais apporter un Rashi qui explique un peu. C'est d'après ce Rashi qu'il y a ici que je vous ai fait ce tableau. Ouais. Une fois qu'on a ce tableau, ça explique beaucoup de choses. Ok. Regardez, on va peut-être s'arrêter là parce qu'il y a des limites quand même à votre patience. Et bon, j'espère que ça a fait un peu avancer et vos connaissances. Vous savez quoi? Regardez, je rajoute encore un petit point qui est extraordinaire. Il y a une suga dans Masechet Brachot qui parle du nombre d'étoiles qu'il y a dans le firmament, etc. Hein? Il y a des Mefarshim qui expliquent, alors ils parlent de 10 puissance 18 étoiles, donc ça fait pas mal, quoi. Hein, ça fait 1 milliard, 2 milliards d'étoiles. Aujourd'hui, bon, c'est tout à fait extraordinaire parce que quand on parlait de ça, quand Chazal il parlait de ça, et les savants goïm, ils pensaient qu'il y avait 2000 ou 3000 étoiles. Hein, alors qu'on disait qu'il y avait 1 milliard, 2 milliards. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il y a 1 milliard, 2 milliards. L'avis plus classique, c'est de dire qu'il y a 100 milliards fois 100 milliards. 100 milliards de galaxies dans lesquelles il y a 100 milliards d'étoiles, dans chacune. Ouais. Mais il y a aussi un avis sur lequel, qui va avec l'avis de la Gemara. Toujours est-il, et la Suga de Brachot, elle nous dit, que Kadosh Baruch Hu, il dit, mais de quoi vous vous plaignez? Tout ça, je l'ai fait pour vous. Il y a des Mefarshim qui disent qu'en réalité, chacun a plein d'étoiles qui le concernent lui. C'est-à-dire que par les mitzvot, etc. Je ne parle pas maintenant de planète, je parle vraiment d'étoiles. Et par les mitzvot qu'on fait, etc. Bon, alors bon, il ne faut pas non plus rentrer dans des trucs un peu fous, et puis ça nous monte à la tête, et puis penser qu'aux étoiles, parce que bon, il n'y a pas tellement de inyan. Mais c'est assez dingue de mettre de penser qu'il y a un truc comme ça. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'ils ont découvert, un certain nombre d'années, une étoile, et je me suis dit, waouh, c'est quand même sympa. Cette étoile, elle est à 42 années-lumière de la Terre. Dans cette étoile, je me dis, ça doit être une étoile de Rébé. Alors, mais c'est vraiment un truc dingue. Alors, cette étoile comme ça, elle s'appelle Lucy. Il l'appelait Lucy, à cause du chant des Beatles sur
Lucie avec les diamants, Léa dit le chemichement. Mais il se trouve que cette étoile, vous savez que selon les étoiles, il y a des éléments ou d'autres. Vous savez que le graphite, le diamant, c'est tout fait de carbone uniquement. Hein. Mais quand il est monté à une autre pression, hein, le graphite peut se transformer en diamant. Ben, ça, c'est une étoile, finalement, qui, sous la pression, le carbone de cette étoile s'est transformé en diamant. Et c'est une étoile qui est toute en diamant, qui a un diamètre de 4000 km de diamètre, et sa masse, elle est 300 000 fois la masse de la Terre, mais c'est tout un diamant. C'est-à-dire un diamant énorme. Alors, il y a un dessin comme ça que j'ai trouvé ici. Ouais. Mais parmi les étoiles, il y en a une. Alors, en général, les étoiles, c'est de la glace, c'est toutes sortes de gaz, c'est toutes sortes de choses. Ouais. Il y a aussi du carbone dans certaines étoiles. Mais ça, c'est une étoile, finalement, où le carbone s'est transformé en diamant. Ouais, elle est à 42 années-lumière de la Terre. Et c'est un diamant de 300 000 fois la masse de la Terre. Donc, un truc dingue. Je me dis, si tout le monde a ces étoiles, ça, c'est vraiment une étoile pour rêver. Top. Stam pour finir avec un truc sympa. Vezou. Toda pour la patience. Oh, regardez.